Bonsoir à tous. Tout d'abord, je me présente. Je suis Sabeh Naifer, membre de l'équipe de la Fondation Kamel Lazare. J'ai l'honneur d'introduire la séance de discussion de ce soir en 4-5 minutes. J'en profite et au nom de mes collègues et de toute l'équipe de la Fondation pour vous remercier d'être venus si nombreux. C'est impressionnant et c'est un plaisir de voir que le thème que nous vous proposons ce soir pour cet échange a motivé un public nombreux. Chers amis, bienvenue à toutes et à tous au B7L9. Je souhaite adresser aussi un petit coucou à nos amis internautes de tous bords, de Tunis et d'ailleurs, vous qui nous suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, qui interagissez, et puis ceux qui sont connectés ce soir, merci et bienvenue. Marhaba bikoum el-kol. Sous le regard de l'artiste palestinien de Gaza et ami de KLF, de la Fondation, l'artiste Hazm Harb, qui traite dans cette œuvre de l'architecture de l'apartheid, nous sommes heureux d'accueillir ce soir Rima Hassan, David Guiraud, et Taha Bouhafs pour une conversation centrée sur la question palestinienne dans un contexte certes sous tension, comme vous le savez, et au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires occupés et ce que subit la population civile palestinienne à Gaza. Ce conflit bouleverse nos sociétés et les derniers événements tragiques ont provoqué des réactions violentes à l'échelle planétaire, notamment dans nos pays arabes, mais aussi en Europe, en France en particulier. Le traitement politique et médiatique de ces événements a mis en évidence de tristes faits. D'abord, les limites assignées à la liberté d'expression dans des pays qu'on désigne généralement comme les détenteurs et les champions de cette liberté. Ensuite, la fermeture des esprits générée par le relativisme moral et le nihilisme ou l'indifférence. Enfin, l'impact catastrophique et les dommages collatéraux sur le monde de l'art et la culture. Le B7L9, où nous sommes réunis aujourd'hui, lieu dédié à l'expression artistique, culturelle et intellectuelle par excellence, a été depuis sa création en 2019, soit un peu plus de 4 ans maintenant, une agora où les esprits se rencontrent, échangent et s'enrichissent mutuellement autour des questions qui tourmentent nos sociétés. Loin de tout ancrage ou parti pris politique, le B7L9 s'efforce d'offrir une atmosphère apaisée et paisible, où règne la liberté de dire dans le respect de l'autre et en tenant compte de la diversité des opinions et des origines. C'est dans cet esprit que nous accueillons ce soir nos 3 convives, 3 figures emblématiques de la défense des Palestiniens en France. Permettez-moi de vous présenter Rima Hassan, juriste et activiste franco-palestinienne, dont l'engagement envers les droits des Palestiniens est total. Rima porte toute une histoire et la mémoire des réfugiés. Elle a fondé en 2019 l'Observatoire des camps de réfugiés et depuis peu, en 2023, je pense dû aux événements récents, elle a fondé le collectif Action Palestine France. David Guiraud, député français, militant insoumis, qui n'a de cesse de dénoncer toute forme de violence et d'agression à l'encontre des civils, comme cela est tristement le cas actuellement à Gaza. La conversation sera modérée par Taha Bouhafs, franco-algérien, journaliste engagé et observateur attentif des mouvements sociaux, qui apportera certainement une perspective unique sur les événements qui se déroulent sur le terrain
et la défense des Palestiniens en France. Ces 3 voix semblent minoritaires en France, tellement elles sont peu médiatisées, à la limite invisibilisées. Nous leur donnons ici, dans notre espace, une opportunité de les rendre plus audibles, car elles doivent pouvoir parler. Par solidarité et pour le soutien à la Palestine, nous leur donnons aussi la possibilité de discuter et converser ensemble dans ce centre d'art en Tunisie, lieu ouvert pour la pensée critique et discursive, sans interruption et librement. Nos invités sont réunis pour débattre de cette question de la liberté d'expression en France, en lien avec la tragédie qui accourt sous nos yeux. Cette liberté d'expression qui reste otage des discours extrémistes de tous bords, alors même qu'il nous faut garder raison, défendre les valeurs de justice sociale et ne jamais, jamais oublier l'humain. Ainsi, avant de passer la parole à nos invités, permettez-moi de rappeler l'importance d'écouter attentivement, de respecter les différences d'opinion et de contribuer à un échange d'idées constructif, loin des discours haineux et clivants. Créons cet espace de partage ce soir afin de comprendre les défis auxquels sont confrontés ceux qui défendent la cause palestinienne en France. Merci pour votre écoute. Encore merci de votre présence et de votre engagement dans cette discussion cruciale. Bonne participation à tous. Vous m'entendez? Bonsoir, merci d'être aussi nombreux et nombreuses ici ce soir. On est très heureux d'être là parmi vous. Je voudrais commencer par remercier le centre B7L9, la fondation Kamel Lazare, Lina Lazare particulièrement, et puis toute l'équipe de la fondation qui, il faut le dire, ont travaillé dur pour que nous puissions ici être là en quelques jours. À la base, cette conférence, elle devait, en tout cas cette discussion, on l'avait réfléchi pour avoir lieu en France. Et après avoir appelé quelques salles, on s'est rendu compte rapidement que ça allait être un peu compliqué de recevoir cette discussion. Et puis, je parlais avec Lina et en fait, très rapidement, après avoir vu les manifestations devant les ambassades françaises, devant les représentations françaises, je vous avoue que moi qui suis critique de mon pays, qui suis critique de l'action politique de notre gouvernement, j'ai eu un peu mal au cœur. J'ai eu un peu mal au cœur parce que on a quand même énormément de gens dans ce pays, dans notre pays, qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses se passent à Gaza, qui ne sont pas d'accord avec la manière dont se passent les choses en Palestine depuis plus de 75 ans, et surtout ne sont pas d'accord avec la façon dont laquelle notre gouvernement traite la question. Et ce n'est pas non plus en accord avec la position historique qui a été celle de la France pendant tant d'années. Alors, on s'est dit qu'il allait être intéressant en fait, pour nous de venir ici, en Tunisie, pour échanger, pour dire qu'il y a une autre voie, malgré la criminalisation, effectivement, des militants qui militent pour le droit et le respect et la dignité des Palestiniens et des Palestiniennes, malgré l'invisibilisation des voix palestiniennes dans le débat public qui sont quasiment inexistantes et lorsqu'elles sont présentes sur les plateaux de télévision, eh bien, sont mises en accusation, n'ont pas l'occasion justement de pouvoir développer, de pouvoir parler en fait politiquement de la question palestinienne et sont très rapidement ramenées à « mais alors, vous condamnez pas le Hamas, mais alors les attaques du 7 octobre », comme si finalement ce conflit avait commencé le 7 octobre. Non, ce conflit a commencé il y a plus de 75 ans et en réalité, ce n'est pas un conflit, c'est une guerre coloniale qui a fait tant et tant de morts, qui a fait tant et tant de réfugiés, qui a fait tant et tant de blessés et de personnes qui ont été déniées dans leurs droits civiques et sociaux les plus élémentaires. Alors on a voulu organiser cette discussion avec Rima, qui se bat de façon acharnée sur les plateaux de télévision, dans les mouvements sociaux pour imposer cette question palestinienne depuis longtemps déjà, et David Guiraud, parlementaire, qui lui aussi bat à le faire sur les plateaux de télévision. Et donc nous voulions apporter cette autre voix de la France, mais aussi alerter sur la manière dont les choses se passent. Il y a quelques jours, le Conseil d'État a validé l'expulsion
de la militante palestinienne Mariam Abou Daqa, qui est actuellement emprisonnée en France et qui risque d'être expulsée en Israël avec les conséquences que l'on sait que cela peut avoir. Et tant et tant de militants et de militantes qui sont aujourd'hui, par exemple, accusés d'apologie du terrorisme pour avoir dit la légitimité de la résistance palestinienne, qui est d'ailleurs consacrée par le droit international, puisqu'à Gaza, c'est une occupation qui a lieu sur ce territoire. Et donc, nous voulions ici venir, peut-être quelque part, y compris restaurer une partie de l'honneur de la France et de dire que il y a des voix qui n'acceptent pas la manière dont ça se passe. Et nous voulions aussi venir discuter avec vous pour prendre de votre expertise, parce que souvent, ces échanges ils sont verticaux. On pense que ce sont les Français qui ont des choses à apprendre au monde. Il faut en finir aussi avec cette manière de penser que l'Occident, en fait, a des leçons à donner au monde entier de liberté, d'égalité, de fraternité, alors qu'ils font précisément l'inverse. Et on l'a vu, aujourd'hui, cette séquence permet de faire tomber les masques aussi, quelque part, de cet Occident moralisateur qui a refusé pendant des semaines d'appeler simplement à un cessez-le-feu. Alors nous sommes venus échanger ici avec vous et je vous remercie encore une fois d'être venus. Cette discussion, elle va avoir 3 étapes. La première étape, on va parler de l'aspect politique des choses, notamment à l'Assemblée nationale, où on sait que la présidente de l'Assemblée nationale a appelé un soutien inconditionnel à Israël, et d'ailleurs elle s'est déplacée en compagnie des soldats de Tsahal et qui finalement donne un blanc-seing à Israël pour faire cette répression sauvage que l'on connaît. Donc une première partie sur la question politique, sur quelles possibilités, quelles perspectives, comment est-ce qu'on s'organise sur la question politique. Un autre volet sur l'aspect médiatique, parler de l'invisibilisation justement des voix palestiniennes et du traitement médiatique de la question palestinienne. Et une troisième étape qui est celle de parler de les conséquences pour nous en fait, de cette séquence sur la question de la liberté d'expression, sur la question de la culture, sur la question de qu'est-ce que ça dit de nous en tant que société et quelles conséquences ça va laisser. Et ensuite, il y aura un temps d'échange avec le public, avec des questions-réponses. Donc on va commencer avec David Guiraud sur la politique, puisque c'est ton domaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la situation et comment est-ce que vous vous organisez, vous, à la France Insoumise ? Déjà, je voudrais remercier le centre BCTL 9, toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette soirée, qui s'annonce être une belle soirée, ait pu avoir lieu, la fondation Kamel Lazare, Lina Lazare en particulier. Et puis peut-être commencer en vous disant quand même que moi, ça me fait beaucoup de bien d'être là. Je le dis parce que c'est vrai que je voudrais remercier aussi Tahabouaf qui m'a à chaque fois me secoue comme ça en me disant David, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse des choses, et donc qui m'a forcé à venir en Tunisie parce qu'il m'a dit mais viens voir ce qui se passe, et effectivement ça fait du bien parce que on voit les gens, on discute avec eux et on se rend compte qu'on est vraiment quand même beaucoup sur cette planète à partager la même impression. Je ne suis pas venu, je le dis aussi, uniquement chercher refuge, parce que c'est vrai qu'en France, quand on veut faire quelque chose sur la Palestine, c'est toujours la même réponse. C'est compliqué. C'est toujours compliqué. Mais aussi parce que je crois, en fait, je suis persuadé que j'ai des choses à apprendre. Ce que je dis sur les plateaux télé, je ne l'invente pas. Je ne suis pas palestinien. Je n'ai pas vécu cette expérience-là. Par contre, j'ai des amis, Taha en fait partie, qui connaissent de manière beaucoup plus intime la question de la colonisation. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui est dans l'assistance, je crois, qui est Sibel, qui est franco-libanaise, qui me donne les éléments. Ce sont ces personnes-là, et en fait ce sont les pays arabes qui, quand on prend en compte leur avis, leur opinion, m'apprennent des choses et me permettent d'être plus juste, moi, dans l'application de mes principes et de mes combats politiques. Évidemment, je viens pour dire ce qu'a dit Taha. Il y a une voix en France, et je pense même qu'elle est majoritaire, pour défendre la cause palestinienne. Pas uniquement parce que les gens n'aiment pas voir des images de massacres, c'est le cas, mais parce qu'il y a une longue tradition dans mon pays, aujourd'hui oubliée,
Moi, j'aime pas trop taper sur mes institutions à l'étranger. Je reste quand même, malgré tout, patriote. Mais quand je vois mon président de la République, il met en difficulté nos ambassades. Il met en difficulté nos institutions à l'étranger. Parce que son grand défaut, c'est que quand il parle pas aux Français, il parle à lui-même. Quand il parle au monde, il parle à sa glace. Moi, c'est ça il a un rapport à la parole qui est difficile, on va en parler tout à l'heure, mais le fait d'inventer des déclarations, comme de dire on va lancer une grande guerre contre le terrorisme sur le même mode que Daesh, quasiment de faire entrer la France en guerre, hein. Et puis le lendemain de nous dire ah bah non, c'est une coalition pour humanitaire, tout ça ne rend pas facile la tâche des institutions françaises à l'étranger qui sont disciplinées, qui appliquent, et c'est normal, les consignes du politique. Mais il y a une voix en France qui s'est levée, qui s'est libérée, qui est issue de longs courants, et pas d'un seul. Vous avez une tradition gaulliste, chiracienne, de droite, c'est pas les miens, hein. C'est beaucoup battu avec eux, mais qui a toujours eu pour souci que la France ait une voix indépendante, non alignée. Aujourd'hui, ce qui me désole, c'est que la position française, elle s'est alignée sur les États-Unis d'Amérique. C'est ça l'enjeu fondamental pour comprendre ce qui se passe depuis Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire depuis le début des années 2000. Nous sommes rentrés dans le commandement intégré de l'OTAN. Et depuis, on ne réfléchit plus vraiment par nous-mêmes. Alors ça fait du bien quand on a des intervenants comme Dominique de Villepin, qui a fait briller la France à un moment en disant « mais nous, on ne veut pas envahir l'Irak avec vous, l'Afghanistan ». Mais ça me manque. Mais il y a des voix qui existent encore. Il y a des voix issues de la tradition communiste, qui est une grande tradition en France de lutte contre l'impérialisme, qui a été proche de la cause palestinienne. Il y a une voix altermondialiste, plus proche des mouvements libertaires, écologistes, qui se réunissaient régulièrement dans des forums pour dire « mais on ne peut pas accepter ce qui se passe en Palestine ». Alors le problème, c'est que vu que ce n'est pas un sujet de tous les jours, il faut attendre le choc pour que ça se réveille. Mais moi, je vois dans les mobilisations en France une énergie puissante. Des gens qui appellent à un cessez-le-feu, qui appellent à la paix, et qui font vivre nos principes, à nous la France. Et c'est ça le problème aujourd'hui que ne comprennent pas nos dirigeants. Moi, je me souviens, mes camarades, ils m'ont offert une bague, c'était un ancien franc. Liberté, égalité, fraternité. J'ai pas eu le choix, il fallait que je la mette. Moi, je la mets maintenant. C'est comme ça, hein, c'est les camarades. Mais la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est pas que pour nous-mêmes en France. Mais du coup, il faut qu'on s'applique ces principes. Comment ça se fait qu'on proclame l'autodétermination pour le peuple ukrainien, mais le peuple palestinien n'y a pas droit? Il s'agit juste, pour la France, d'aller au bout de ces principes. C'est ni plus ni moins. Et c'est ça, malheureusement, qui nous manque. Et puis, parce que le temps file, c'est ça. Moi, je suis très bavard. Je tiens aussi à remercier, je l'avais déjà fait à Lille lors d'un rassemblement, mais ceux qui tiennent bon là-bas. Je l'avais dit, si seulement ils pouvaient nous entendre. J'espère qu'ils nous entendront. Remercier ceux qui sont battus pour l'information, pour que l'information circule, pour qu'on sache. Shiren Abu Akleh, qui a été assassiné par l'État israélien. Doua Sharaf. Monsieur Al-Dadou, qui a perdu, il y a quelques semaines, une partie de sa famille tuée par les bombardements israéliens. Monsieur Azaïza, photoreporter, journaliste, qui nous informe au jour le jour, qui risquent leur vie, ces gens risquent leur vie. Y compris à ceux qui travaillent pour l'ONU, à l'Agence pour les réfugiés, qui ont perdu plus de 50 des leurs dans les bombardements ces derniers temps. Et toutes ces figures qui font que ça tient, les urgentistes, les ambulanciers. Moi, je regarde avec beaucoup d'émotion aussi ces gens qui réalisent jusqu'au bout l'ultime devoir. Il y a une beauté dans ce qui est fait. La lutte, elle n'est pas uniquement triste. Moi, j'essaye aussi de montrer que ce courage-là, il nous force, nous, en tant que Français, en tant qu'habitants de tous les pays du monde,
à se dire mais si eux ils le font, nous on doit aller au bout de nos idées. Voilà, tout simplement. J'arrête là pour la première partie. Rima, toi, tu es plutôt dans le monde associatif. Comment toi, tu vois aujourd'hui la façon avec laquelle le monde politique se comporte sur la question palestinienne? Bonsoir, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être là, vous n'avez pas idée. Je vais commencer par vous dire deux mots. Je sais que la Palestine est dans votre cœur et je veux vous dire que vous êtes dans le cœur des Palestiniens. Ça, déjà, pour poser les bases. Je sais et vous savez aussi que la Palestine, dans le monde arabe, est la mère de toutes les batailles. Ça aussi, deuxième base. Et la question palestinienne, en fait, c'est avant de répondre à ta question, juste resituer le fait que la question palestinienne, elle est extrêmement structurante. Si vous n'êtes pas carré sur la question palestinienne, vous êtes carré sur rien du tout. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'elle est aussi très compliquée à appréhender, très compliquée à maîtriser aussi. Mais elle est très structurante. Je vais peut-être être dure, mais il faut que je vous dise les choses comme moi je les vois en tant que Palestinienne. Quand un Palestinien est persécuté, vous êtes persécuté. Quand un Palestinien est tué, vous êtes tué. Quand un Palestinien ou une Palestinienne est humiliée, vous êtes humilié. Pourquoi ? Parce que ça a été dit en introduction, la question palestinienne, elle s'inscrit dans la tradition des luttes décoloniales et dans des luttes d'indépendance. Ici, il faut savoir d'où on parle de la Tunisie. Vous vous situez aussi dans cette histoire de l'humanité. Vous avez été aussi, un moment dans votre histoire, dans un processus de décolonisation, dans un processus de libération de toute forme d'oppression d'un État qui était colonisateur, d'un empire colonial. Les Palestiniens se situent aujourd'hui dans cette lutte, et donc quand on a besoin de resituer la question palestinienne, il faut absolument la resituer dans cette structure. Donc ça a été dit en introduction, avant de traiter de la question politique, il faut aussi traiter de ce miroir, en fait. Et au début, je ne vous cache pas que moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à discuter Palestine-France en Tunisie? J'ai pas compris la démarche. Au début, je me suis dit, on discute déjà beaucoup de ce qui se passe en France. Venez, on discute Palestine-Tunisie ici. Et en fait, je me rends compte que c'est pas plus mal. Parce que c'est en étant ici qu'on peut mettre en perspective et en miroir comment une question peut être, comme celle de la Palestine, peut être traitée avec un contexte particulier qui est celui d'un pays, d'une société donnée. Et donc là, on peut mettre en miroir pourquoi, en France, on parle de la Palestine de telle manière. Pourquoi, en Tunisie, on parle de la Palestine de telle autre manière. Et quand on a resitué, en fait, ces bases-là, quand on a resitué le sujet qu'on est dans une société, quand on a resitué les citoyens que nous sommes et le passé qu'on a, on arrive à dénouer, en fait, la politisation ou le traitement politique, médiatique, même social, sociétal de ce sujet palestinien. Ici, on est dans le sud global. Donc la Palestine, il y a un effet miroir. En France, on est plutôt du côté, historiquement, des pays qui ont dominé, qui ont opprimé, et qui, de fait, aujourd'hui, expriment une solidarité aussi envers d'autres oppresseurs. Et donc, en fait, la dynamique du miroir n'est pas la même. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre et il faut resituer son discours politique dans ce contexte-là. Moi, je ne peux pas parler de la Palestine comme je vais en parler en Tunisie ou comme je vais en parler en France. Ce n'est pas possible. Je ne m'adresse pas aux mêmes citoyens, je ne m'adresse pas au même historique, je ne m'adresse pas au même contexte politique et je ne m'adresse pas à des personnes qui ont le même rapport au monde. Donc c'est pour ça que je vous dis que la question palestinienne, elle est extrêmement structurante. Elle est au cœur des dynamiques qui peuvent se poser aussi dans le monde. Et c'est un des derniers sujets coloniaux à traiter. Et c'est pour ça qu'en fait, il scinde, à mon sens, aussi les sociétés. Et donc, pour la question franco-française,
c'est extrêmement violent pour moi d'être en France. Extrêmement violent. Parce que j'ai fait face à des discours génocidaires qui ont été relayés en boucle sur les plateaux de télé. J'ai été introduite comme militante. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette étiquette. Je veux dire que moi, je souffre d'être palestinienne. Ce n'est pas une carrière. Je suis contente d'être là, mais ce n'est pas une carrière. J'aurais aimé avoir le luxe de pouvoir vivre en dehors de cette étiquette-là. Maintenant, je me sens contrainte de dire qui je suis, de dire d'où je viens, de dire qui nous sommes en tant que peuple, parce que ces voix-là, elles sont quasiment inexistantes. Et donc, ce qui s'est passé en France, c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour nous, Palestiniens, en France ces dernières semaines, et moi, je me souviens avoir écrit à quelques journalistes quelques textos en disant « là, c'est un génocide qui va se passer ». Parce que les discours qu'on a laissés infuser dans la société, qui consistaient premièrement à laisser des discours animalisants du sujet palestinien. Donc quand on animalise, ça veut dire qu'on exclut quelqu'un de la communauté humaine. Deuxièmement, on a essentialisé les Palestiniens de Gaza. Il n'y a pas d'innocents à Gaza, il n'y a que des terroristes. Quand on essentialise, on enlève justement cette logique que potentiellement il pourrait y avoir des gens comme vous et moi, des hommes, des femmes avec des rêves, avec des espoirs, avec des espérances. Et on a complètement infusé l'idée qu'à Gaza, il n'y a pas d'innocents. Même les enfants, c'est des futurs djihadistes, c'est des islamistes en puissance, et il n'y a pas d'innocents. Et troisièmement, on a laissé infuser l'idée qu'on pouvait se débarrasser des Palestiniens, c'est-à-dire qu'il fallait soit les expulser dans le désert, soit il fallait accepter l'idée, ce qui est en train de se passer, qu'Israël allait aussi mener une offensive terrestre. Et donc, ce qui s'est passé, honnêtement, j'aurais jamais pu penser qu'en 2023, on pouvait en être témoin. C'est-à-dire vraiment une propagande génocidaire qui est en relais en France. Donc le traitement médiatique, il a été catastrophique. Et parce qu'il y a aussi peu de voix palestiniennes, parce que les voix palestiniennes sont aussi tues pour ce rapport de domination aussi que j'exposais. Je pense que les voix palestiniennes sont moins crédibles que des voix pro-israéliennes en France. C'est un état de fait. Aujourd'hui, il faut aussi le reconnaître. On est dans ce rapport de force. Faut analyser en fait dans les dynamiques, les rapports de force dans lesquels on est. Moi, je me situe dedans. Je vois bien que ma voix a plus de mal à porter que la voix potentiellement justement de politiques qui appellent un soutien inconditionnel. Ça, c'est quand même terrible de se dire qu'une voix palestinienne, qui est une voix d'un peuple opprimé depuis 75 ans, porte moins en France, dans le pays des droits de l'homme, qu'une parole politique qui appelle à un soutien inconditionnel. Tu as été approché par des politiques pour ton expertise, ils ne se sont pas dit peut-être il y a une voix palestinienne, peut-être qu'on a quelque chose à apprendre? Oui, j'ai été en off, un peu en conseil, mais aussi en dénonciation, parce que du coup j'en viens à la question du traitement politique. On a oublié la question palestinienne depuis au moins 30 ans. Tous bords politiques confondus. Certains ont été un peu plus en alerte que d'autres, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, tout le monde déplore le fait que les territoires occupés sont colonisés, qu'il y a 800 000 colons dans les territoires occupés, et que de fait, aujourd'hui, la question des deux États, ça devient compliqué. Moi, j'ai une question à poser. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 30 ans pour stopper cette colonisation dont on sait que tout le monde était témoin? Elle s'est déroulée sous nos yeux, cette colonisation, pendant 30 ans. Il n'y a pas un homme, une femme politique qui, pendant ces 30 années, a proposé une mesure très concrète, a porté un discours qui consistait à mettre au jour la question palestinienne, à la maintenir comme un sujet d'actualité sur lequel tous les citoyens devaient continuer à s'informer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu un énorme creux, un énorme vide où plus personne s'est intéressé à la question palestinienne. Quand on dit que plus personne s'est intéressé à la question palestinienne, en soi, c'est pas très grave. Ce qui est grave, ça veut dire que quand on dit ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui maîtrise la question palestinienne. Et quand il n'y a plus personne vraiment qui maîtrise la question palestinienne, on en arrive à la situation qu'on a eue le 7 octobre. L'actualité qui revient de façon explosive, avec une violence inouïe, et là, mobilisation que des émotions. Une mobilisation des émotions et une gestion mais catastrophique en fait.
catastrophique de cette question. Personne a eu ce réflexe, ou la LFI quand même a fait beaucoup ce travail, mais il y a eu peu quand même de voix qui ont été mesurées, qui ont été solides, vraiment dans leur discours, et qui consistaient à dire ce qui se passe aujourd'hui, ça se contextualise dans 75 ans de rapports d'oppression, de domination, de colonisation. Et on s'est retrouvé dans un débat sans fin. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste ou pas? Mais imaginez, pour moi, palestinienne, vivre ça, ça a été terrible. Terrible. Donc le traitement, l'approche en fait, politique, en fait, ce qu'on peut reprocher aux politiques, et j'espère que cette erreur-là ne va pas se reproduire, c'est qu'on a complètement délaissé la question palestinienne pendant très longtemps. Un point où c'est même plus dans les programmes politiques, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de partis, il y a eu LFI, mais il y a eu très peu de partis pour les journées d'été, donc le rendez-vous annuel de tous les partis politiques, qui ont fait une table ronde sur la question palestinienne. Il n'y a que LFI qui en a fait une. Aucun autre parti n'a fait, n'a mis au jour, en fait, on a mis en avant cette question comme étant une question d'actualité qu'il faut continuer à traiter. Et donc, face à ce vide-là, on se retrouve dans des situations où on n'est plus capable de maîtriser le sujet et on n'est plus capable de maîtriser l'actualité de ce sujet. Et donc, je termine juste sur un mot. Ce qu'on peut aussi reprocher aux politiques, et je pense que c'est très... c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en France, ce climat de division aussi entre communautés religieuses, qui est déplorable. Ce qui s'est passé, ce que je ne pardonne pas aussi à nos politiques, c'est qu'on a confisqué nos empathies naturelles. Moi, en tant que Palestinienne, bien sûr que j'ai de l'empathie, et bien sûr, il faut le dire, Palestiniens, on a de l'empathie pour les Israéliens. C'est pas que des monstres, on les voit pas comme des ennemis. À un moment donné, il y a aussi des civils en fait israéliens. Il y a des choses que moi, en tant que Palestinienne, ça me heurte. Je peux pas tout accepter. Je veux dire la violence qu'on subit, mais je peux pas accepter toutes les violences. Je peux expliquer cette violence, mais je peux pas dire que je suis OK avec toutes ces violences. Donc moi, à un moment donné, j'ai eu une empathie qui est naturelle, qui est une empathie humaine. Et je pense qu'il y a de l'autre côté des gens qui ont eu aussi une empathie. En France, ça a été aussi exprimé. Il y a beaucoup de personnes qui sont de confession juive, qui ont été très solidaires avec, qui le sont, solidaires avec ce que subissent les Palestiniens, notamment les Palestiniens, mais surtout les Palestiniens, ce que les Palestiniens subissent à Gaza. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des politiques qui ont confisqué notre empathie naturelle et qui l'ont transférée, ou qui nous ont demandé de la transférer à Israël. Moi, je n'ai pas eu d'espace en France où je pouvais dire oui, je déplore et je peux être aux côtés de ce que peut vivre en fait là à ce moment-là des civils israéliens sur cette question des innocents en fait. Mais où quand je témoigne cette empathie-là, ce n'est pas un soutien, et ça ne sera jamais un soutien à Israël en tant qu'État, en tant qu'État qui nous opprime. Et cet espace-là, il n'a pas existé. La seule marche, le seul rassemblement qui a été organisé, c'était je soutiens Israël ou I Stand with Israel, qui a été organisé par plusieurs organisations. Et c'était vraiment un soutien, c'était une confiscation, encore une fois, de mon empathie qui pouvait être là, moi en tant que Palestinienne, et où on me demandait, dans le cadre de cette marche-là, de transférer mon empathie à un État. Ça, c'est très dangereux de faire ça. C'est extrêmement dangereux. Et il n'y a que sur la question israélienne qu'on fait ça. Je trouve ça déplorable. Demain, s'il y a un attentat, je termine là-dessus, si demain il y a un attentat ou quelque chose qui cible, imaginons, des civils, je prends cet exemple-là parce qu'on va le réutiliser pour démontrer l'hypocrisie qu'on a actuellement en France, de l'Ukraine-Russie. Demain, il y a un attentat qui cible des civils russes. On est dans une dynamique de boycott avec la Russie, on est d'accord, en France. Ok. Il se passe quelque chose qui cible des civils russes. On a le droit de dire qu'on est solidaire de la société civile russe, au vu de ce qu'elle a pu éventuellement vivre ou ce qu'elle a pu subir. À quel moment on va dire aux Français, vous venez marcher en solidarité avec les Russes, et ça veut dire drapeau russe, et ça veut dire soutien à Poutine? Non, c'est pas possible. On doit pouvoir marcher, on doit pouvoir se soutenir en tant qu'humain, de par nos conditions, de par notre statut de citoyen, sans pour autant que cette solidarité soit automatiquement confisquée, transférée, comme étant un témoin de soutien ou de solidarité envers un État. Ça, c'est pas possible. Et c'est l'erreur fondamentale
qui a été faite par des politiques en France, c'est de ne pas avoir su nous offrir des espaces d'empathie, de solidarité, sans que cela soit récupéré comme étant des soutiens à Israël. En parlant justement de cette confiscation de l'empathie, de ces transferts, il y a cette manifestation qui est organisée dimanche à Paris, dite contre l'antisémitisme, organisée par une certaine Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui a fait applaudir un soutien inconditionnel à l'État israélien à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale à ce moment-là pour qu'il y ait eu les 3/4 de l'Assemblée, quasiment, qui ont applaudi ce statement de Yael Braun-Pivet et de la manifestation, de votre position par rapport à la manifestation? Je crois que c'est le moment qu'a fracturé en fait le pays, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On était quelques jours après le 7 octobre, mais on n'était pas le 7. On n'était pas le 7. Il y avait eu quelques jours où les tueries commençaient en fait à Gaza. Donc on savait. C'est pas juste. Les militants savaient comment Israël allait répliquer. On le savait. Quand on connaît la nature et le projet politique des gens qui sont à la tête de cet État, on le savait. Mais là, on n'avait pas besoin de dire attention, ça va se passer. C'était en train de se passer. Il y avait des tueries. Je crois que c'était un mardi, parce qu'en général, c'est pendant les questions au gouvernement, lundi ou mardi, je ne sais plus. Et donc on arrive à l'Assemblée nationale. Nous, on sait ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils vont parler du 7 octobre. C'est normal, à l'Assemblée nationale, on rend souvent hommage. Hein. La dernière fois, il y a un ouvrier d'Enedis, donc d'une compagnie d'électricité, qui est mort pendant l'ouragan. On se lève, on rend hommage. C'est des moments d'union nationale, on le fait. On savait qu'ils allaient rendre hommage aux victimes du 7 octobre. On savait aussi qu'ils n'allaient pas être très bavards sur les civils palestiniens qui étaient en train de se faire tuer. Par contre, moi, il y a quelque chose que vraiment je ne savais pas. Et ça a été un moment très intense à vivre, très émotionnellement même. De voir une présidente de l'Assemblée nationale, il faut comprendre, pour nous, c'est le 4e personnage de l'État. Hein. C'est pas n'importe qui. 4e personnage de l'État qui prend la parole, donc qui commence à dire les victimes civiles israéliennes. Les gens applaudissent, c'est normal, ils se lèvent. Et puis qui continue en disant quelque chose comme et puis je voudrais assurer qu'Israël est un pays ami. Là, on commence à sentir la patate arriver avec les camarades. Et qui peut bénéficier de notre soutien inconditionnel. Et là, la fracture, elle s'est faite, en fait, dans la réaction naturelle des parlementaires. Les 3/4 de l'Assemblée ont applaudi. Des camarades à nous de la NUPES ont applaudi. Mais nous, on s'est regardés. On s'est tous regardés, hein. Puis on n'applaudit pas. On n'applaudit pas au soutien inconditionnel parce qu'on savait que c'était une folie. Parce que c'était plus une position d'empathie. C'était une position géopolitique. On était sortis, ça y est. On était déjà plus dans l'hommage. Et à vivre, c'est douloureux parce que, comme tu disais, Rima, nous, on aurait aimé en fait être associés à ça. Mais hors de question d'applaudir au soutien inconditionnel. Parce que la tuerie avait commencé. En fait, elle avait commencé depuis des années. Hein. Mais là, on savait que ça allait s'accélérer. Et donc là, il y a eu le moment de clivage. Et puis après, ça a été le festival. On a des responsables politiques en France qui en fait, ont complètement avalé, gobé tous les éléments de langage de la propagande d'un État colonial en train de réaliser un nettoyage ethnique. Tous. Israël a le droit de se défendre. Alors celle-là, c'est le droit, mais quel droit vous donne ça? Quel droit? Le droit international? Non. Vous n'avez pas le droit de bombarder comme ça un pays que vous occupez militairement. Le droit international, il est clair. Quel droit? Le Hamas, alors, soit les Palestiniens sont tous complices, on l'a eu, hein, soit les Palestiniens utilisent, le Hamas utilise les Palestiniens comme des boucliers civils. Et c'est vrai que ça m'a rappelé un vieux dicton qui est que chaque accusation d'Israël est une confession. C'est à ce moment-là que moi je me suis retrouvé à dire mais attendez, mais les boucliers humains, c'est Israël qui l'a utilisé. On sait, ça s'est prouvé. Le bébé dans le four,
Rendez-vous compte quand même que les médias diffusent ces informations, il n'y a aucun mea culpa. Hein. Moi, je suis sûr qu'il y en aura un dans 1 ou 2 ans, quand ça sera un petit peu passé, et que ça coûtera pas cher, en fait, symboliquement, politiquement, économiquement, de dire on a fauté. Ah, vraiment, c'était pas top. Mais en attendant, ils retransmettent ces éléments-là. Hein. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Pendant en 40, je crois que c'est Sabra et Shatila. Et puis moi, et en fait, ça nous force, nous, les responsables politiques, à être toujours dans la contre-attaque, mais on peut pas aller sur le fond du sujet, qu'est la colonisation. Et si vous rajoutez en plus de ça les éléments, alors là, de diversion, mais je veux dire, il y a une montée de l'antisémitisme en France, il y a une montée des tensions, c'est vrai, mais pendant 3-4 jours, quand vous allumiez la télé, vous aviez les étoiles de David taguées en bleu dans le 16e arrondissement ou 14e arrondissement de Paris. 3-4 jours comme ça, où on nous a dit la preuve de la montée de l'antisémitisme, c'est ça. Et après, pendant 3-4 jours, attendez, ça vient. Oui, parce que la pizza, il y a beaucoup d'ingrédients dans la pizza. Hein. Donc pendant 3-4 jours, on devait parler de ça, sans information. Si vous niez, ou si vous émettez une réserve, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre quand même, c'est une étoile de David, c'est pas un signe, puis c'est bleu, enfin bon. Mais j'ai rien dit parce que je me suis dit, bah peut-être que c'est vrai, enfin je veux dire. Donc on dit rien, 3-4 jours, et puis il s'avère, on a eu l'info il y a quelques jours là, je crois que c'était hier ou avant-hier, que c'était un couple de Moldaves, missionné soi-disant par un Russe, qui explique lui-même que c'était une action de soutien à Israël et aux Français juifs. Pendant ce temps, on a un ministre de l'Intérieur, quand même un des personnages les plus importants de l'État, qui faisait une conférence de presse en sachant que c'était un couple de Moldaves. Hein. Il avait l'information en disant il y a un islamisme d'atmosphère. Alors il n'a pas mis la responsabilité directement parce qu'il se protège juridiquement, il est malin. Mais qui met la faute sur les musulmans, sur les Français musulmans. On a eu plus récemment quelque chose qui était très choquant, c'est vrai, une information, une femme juive a été poignardée à Lyon. Pareil, 3-4 jours, on se dit c'est terrible, enfin, moi je me dis ça, je me dis ah non, enfin, c'est horrible. Il s'avère que quelques jours plus tard, les enquêteurs nous disent on n'exclut pas la thèse de l'automutilation. Et là, il y a 48 ou 72 heures, les enquêteurs, pareil, article de BFM, nous disent c'est bizarre quand même, les caméras de vidéosurveillance montrent qu'il n'y a pas de gens qui passent chez cette femme. Ça me rappelle, c'est Ta qui avait pensé un premier, mais l'histoire du RERD en France. C'est une histoire où on avait encore accusé un homme arabe d'avoir fait quelque chose, d'avoir agressé une femme, je crois, à l'époque, alors que c'était une auto-invention. Et c'est terrible parce qu'il y a des actes antisémites en France, ça existe. Bien sûr que ça existe. C'est l'Europe qui a terrorisé l'antisémitisme, d'ailleurs. Donc il y en a. Sur l'affaire de Lyon, on a quand même dit que c'était un musulman qui était venu et qui avait dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Avant de bah oui, la signature. Il paraît même qu'il aurait jeté une babouche, il aurait laissé une djellaba. Il aurait cramé une croix, il aurait tagué une croix gammée. Enfin, tout était. Bon, on n'a pas encore moi, je préfère être prudent parce qu'on n'a pas encore tous les éléments sur cette affaire à Lyon, mais par contre, on les a sur l'affaire des étoiles de David. Et en fait, là-dedans, il y a une règle dans les médias qui est une règle d'airain. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc quand vous passez 10 heures à parler d'un sujet, c'est 10 heures que vous ne parlerez pas à parler du fond de la colonisation palestinienne, à évoquer, à faire des reportages. Et en plus, pour un média, ce genre de sujet, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de reporter. Ça coûte cher un reporter sur place. Hein. Que ce soit à Israël, à Gaza, ça coûte cher. Là, vous faites comme CNews, vous prenez un chroniqueur, vous sortez un type de sous terre comme ça, hop, vous le mettez sur le plateau, il est bête, il va dire des choses bêtes, ça va faire de l'audience, et au moment où il y a le plus d'audience, coupure pub, et hop, l'argent coule. Mais c'est comme ça que ça se passe dans un plateau comme CNews, il n'y a pas besoin de reporter, pourquoi on s'embêterait à aller chercher la vérité? Alors qu'économiquement c'est mieux. Elisabeth Lévy, Pascal Praud, tous les champions, hein. C'est la Ligue des justiciers là-dedans.
Mais à BFM, c'est pas forcément mieux. Hein. Ils ont invité des gens extrêmement dangereux, parce qu'il y a BFM, puis dans les sous-sols, il y a I24 News. I24 News, vous avez, alors là, voilà, c'est la totale, des types complètement illuminés. Et enfin, on va peut-être faire une coupure, parce qu'il faut quand même transmettre la parole. Mais chez les responsables politiques français, il y en a qui savent très bien ce qu'ils font. Meyer Habib, c'est ce qu'il fait quand il dit la haine du juif et l'aphrodisiaque des masses arabes. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais moi, je vois des collègues députés de l'REM. La dernière fois, on était devant un ascenseur, j'étais avec un collègue marseillais, qui est un collègue grande gueule. Il est tombé au mauvais moment. Il était en face de moi et d'un collègue marseillais, qui est quand même quelqu'un qui... il commence à nous parler de ça, et je le prends, j'avais envie de le secouer, quoi. Je lui dis, mais c'est sous tes yeux. T'as regardé ce qu'il dit, le ministre du Tourisme, quand il dit qu'ils vont raser Gaza et qu'ils vont mettre des hôtels? Est-ce que tu as écouté le premier ministre israélien Netanyahou qui nous cite la prophétie d'Isaïe? C'est sous tes yeux. Qu'est-ce que tu veux pas voir? Qu'est-ce que tu veux pas t'avouer? Et en fait, il veut pas s'avouer un inconscient. C'est que la France aussi a colonisé. Et que c'est sa propre histoire qu'il est en train de regarder. Et il veut pas se le dire. Allez, je passe la parole parce que je commence à être long. Ah, c'est bon. Justement, sur la question du traitement médiatique, donc toi, tu es allé ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois sur les plateaux de télévision pour défendre la question palestinienne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup d'y aller? Dans le sens où on sait que c'est des dispositifs en fait, qui sont souvent piégeux, où tu retrouves face à 3, 4, 5 contradicteurs parfois dans certaines émissions, avec des propos complètement délirants, où finalement les gens ils sont sortis de la rationalité, ils sont sortis de dire que tu peux venir avec ton expertise, avec des chiffres, avec l'histoire, etc. Et en face, tu as des gens qui disent antisémitisme, couscous, machin. Enfin, et est-ce que quelque part ça vaut toujours le coup d'y aller? Est-ce que c'est un terrain encore qu'on doit investir? Alors, c'est un terrain qui est très compliqué à investir. Ça, c'est indéniable. Et que je ne sais pas si c'est fait sciemment de la part de tous les journalistes. Aussi, il y a beaucoup justement d'ignorance, beaucoup de mépris, encore une fois, pour une parole d'un sujet. Moi, je m'identifie aux Palestiniens, même si je suis aujourd'hui naturalisée française. Je vois bien que je suis aussi considérée. Enfin, j'ai une parole de personnes colonisées, opprimées, etc., qui a ce vécu-là. Donc, c'est une question que je me pose beaucoup. Comme beaucoup de personnes, je pense aussi, qui sont issues de l'immigration, qui sont en souffrance en France aujourd'hui, et qui se posent la question de est-ce qu'ils sont dans des bonnes conditions pour mener les luttes qu'ils veulent mener, pour faire les projets qu'ils ont envie de faire. Là, c'est vraiment une question aussi qui est plus profonde, hein, de la question du racisme et de l'islamophobie aussi en France. Donc moi, je me suis tue dans ces questions-là. Sur la question palestinienne, à mon sens, je le prends vraiment aussi en responsabilité et comme un devoir de le faire. C'est pas plaisant. Je suis pas toujours bien accueillie. Je veux pas noircir le tableau. Il y a aussi beaucoup d'espace où je suis quand même... ce soir, c'était vraiment top. On m'a donné la parole. On m'a laissé dérouler mon propos. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas très longtemps, j'étais sur un plateau et on m'a demandé de me positionner sur le Hamas. Et on m'a dit, bon, je précise que vous n'êtes pas islamiste, entre parenthèses, pour m'introduire, moi. Donc, c'est vous dire le ridicule, en fait, dans lequel on est, selon les plateaux et selon le niveau du débat. Mais pour moi, c'est une responsabilité, en tout cas, ça l'est encore. Et je vais vous dire pourquoi. Pas pour me jeter des fleurs, mais ma parole, elle a une symbolique. Mais ça peut être la mienne comme ça peut être celle d'un autre réfugié. Mais moi, je suis descendante des réfugiés de la Nakba. Donc moi, ma famille a vécu la Nakba de 1948, donc l'expulsion des Palestiniens. Donc 800 000 Palestiniens qui sont expulsés en 1948 sur 1,4 million. Donc mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils vont être chassés de leur maison. Alors quand on dit chassés, c'est quand même très
on embellit la chose. Hein. La Nakba, c'est pas que l'exil, c'est les massacres, c'est 532 villages qui vont être rasés. C'est véritablement un nettoyage ethnique, mais vraiment à grande échelle aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce qu'est la Palestine à ce moment-là disparaît en partie. C'est pour ça que nous on appelle ça la catastrophe. Et en plus, s'ajoute à ça la dimension de l'exil et donc le fait qu'on n'a plus du tout été autorisé à revenir sur nos terres. Donc moi, je suis descendante de cette Nakba. Ma famille va être installée dans les camps en Syrie, donc dans le camp de Nerab, et je vais moi naître dans ce camp. Donc si vous voulez, je viens d'un lieu qui est extrêmement chargé en mémoire palestinienne. Je viens d'un lieu où il y a 75 ans de transmission de ce que nous sommes, de ce qu'est notre peine, de ce que sont nos revendications et de ce qui est aussi notre douleur. Parce que souvent, le sujet palestinien, il est présenté comme un sujet extrêmement politisé. Maintenant terroriste avec la récupération du Hamas, etc. Mais il y a très peu de gens qui parlent de notre douleur. Moi, la première émotion qui me vient, c'est d'abord la douleur, après la colère, et après l'envie de me mettre en action. Mais c'est d'abord la douleur. Et donc ma voix, mais encore une fois, ça pourrait être celle d'un autre réfugié, elle est extrêmement puissante parce qu'elle rappelle ce qu'est Israël depuis ses débuts. Elle n'est pas là pour dire c'est Netanyahou le problème, c'est Smotrich, ou c'est un tel, ou c'est telle loi. Elle est là pour dire le projet d'Israël dans son ensemble. Toutes les personnes qui ont été à la tête de ce gouvernement, à une exception près, mais Rabin, en fait, il a aussi beaucoup persécuté les Palestiniens. Et à un moment donné, nous, Palestiniens, on en a marre de prendre ce qu'il y a de moins pire pour dire que c'est le meilleur. Non, ça reste le moins pire. Et donc, la voix palestinienne, elle est dans ce cadre, dans ce contexte-là, elle consiste à dire, depuis le début, il y a quelque chose qui est raciste, colonialiste, qui a exclu les Palestiniens, qui a voulu se débarrasser des Palestiniens. Et c'est ce projet-là, dans son ensemble, qu'il faut questionner. Dans son idéologie, j'entends. Parce que quand je dis ça, on va me dire, vous voulez la destruction d'Israël ? Non. C'est dans l'idéologie en elle-même. Et donc pour moi, c'est encore très important et précieux que des voix, notamment de ceux qui sont descendants de la Nakba, pas des analystes, pas des historiens, pas des experts, etc., qui viennent vraiment analyser l'actualité et uniquement l'actualité. C'est important qu'il y ait des paroles de ces descendants-là aussi, qui reviennent, qui viennent... moi, si vous voulez, ça me fait un peu sourire. J'ai besoin de sourire parce que le contexte est quand même très... Mais moi, je me vois comme l'effet boomerang de ce qu'Israël nous a fait depuis 1948. C'est-à-dire que 1948, Ben Gourion, il dit quoi ? Il expulse les Palestiniens et il dit « Les vieux mourront, les jeunes oublieront ». Bon, mes vieux sont morts. Moi, j'ai pas oublié. Revenir pour moi sur un plateau de télé, c'est venir contredire Ben Gourion et dire en fait, nous, on n'a pas oublié. Et personne, aucun Palestinien n'a oublié en fait. Là aujourd'hui, moi je me rends souvent dans des camps de réfugiés. Les Palestiniens, ils sont hauts comme ça, et ils sont capables de vous situer le village de leurs grands-parents, le village du côté paternel, du côté maternel. Et quand vous leur demandez quel est leur plus grand rêve, libérer la Palestine. Donc c'est important de dire. Donc moi, si vous voulez, ma parole, elle s'inscrit dans ça. Elle s'inscrit dans quelque chose qui appartient aux Palestiniens, qui est cette mémoire. Qui est aussi le fait, je disais que j'agissais en responsabilité parce que moi je sais que de là où je viens, les Palestiniens n'ont pas oublié cette cause-là. Et donc moi je le vois comme une chance aujourd'hui de pouvoir aussi avoir des espaces médiatiques, politiques pour pouvoir le porter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement douloureux parce que c'est violent.
parce que c'est peu d'espaces où on est bienveillant avec nous, ce sont peu d'espaces où on valide ce qu'on va dire, et on a l'impression qu'il faut effectivement presque justifier de sa présence ou de son existence. Même sur le plateau de ce soir où ça s'est bien passé, quand j'ai dit cette phrase là qui a été beaucoup reprise, où j'ai dit mais au nom de quoi moi je ne peux pas retourner sur le village de mes grands-parents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous réfugiés palestiniens on n'a pas ce droit au retour, on a été expulsés et on ne peut pas appliquer le droit au retour. Quand j'ai dit cette phrase face à des voix qui étaient pro-israéliennes, j'ai dit au nom de quoi, moi, aujourd'hui ? Qui peut me regarder dans les yeux aujourd'hui, me dire à moi, réfugiée palestinienne, que je ne peux pas retourner dans le village de mes grands ? Qui peut le faire, en fait ? Qui peut se sentir légitime de me faire ça ? Et j'ai en face de moi Pascal Zonzein qui me dit « Oh, on va pas rentrer dans la compétition victimaire. » C'est-à-dire que vraiment, même dans ces moments où on se met à nu, on est dans ces moments où on est dans quelque chose qui est en dehors du politique, en fait. On est dans quelque chose, on est dans le récit humain, on est dans le récit, le parcours personnel, intime de chacun et de chacune, de dire mais moi je viens de cette terre, ma famille vient de cette terre, on en est privé, on a grandi dans des camps, voilà où on en est, c'est 4-5 générations de ma famille qui sont sacrifiées. Et on a en face, même dans des plateaux sérieux comme c'est ce soir, des gens qui me disent, qui disent à une parole palestinienne, parce qu'encore une fois c'est la mienne, mais ça aurait pu être celle d'une autre personne, qui nous disent, pardon, je vais être vulgaire, mais vous nous faites chier, quoi. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'on fait chier le monde, nous, à exister et à rappeler des fondamentaux qui sont quand même nos droits, quoi. Et donc c'est un terrain très important à investir, parce qu'on est peu nombreux à le faire, mais c'est extrêmement douloureux. Et moi, je dois le dire, je me sens pas respectée. Je me sens pas respectée dans ma parole palestinienne. Je me sens pas, voilà, quand on me dit, on vous écoute, mais on précise que vous n'êtes pas islamiste. Enfin voilà, je veux dire, c'est inaudible, c'est insupportable. Quand je raconte l'histoire de ma famille, que je dis que moi j'aimerais comprendre pourquoi je ne peux pas rentrer, qui peut me l'expliquer, pourquoi je ne peux pas retourner en Palestine. On me dit oh c'est bon, enfin vous n'allez pas nous en rajouter des caisses, alors qu'on n'entend jamais les Palestiniens. On ne les entend jamais. C'est pas comme si on était tous les matins sur les plateaux à rappeler ou à se lamenter de notre sort. Et par ailleurs, on fait que rappeler nos droits. Donc voilà, pour conclure, c'est un terrain qui est compliqué. C'est un terrain où il faut aussi se situer dans le pays dans lequel on est, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on ne parle pas de la Palestine en France comme on parle de la Palestine dans un autre pays. Il faut situer vraiment le contexte social, politique, qui fait que... Parce que parler, en fait, voilà, tout le monde peut le faire. Il faut bien parler. Il faut parler de façon à impacter. Il faut se dire, ok, je m'adresse à des gens, je m'adresse à des personnes qui sont éduquées, je m'adresse à des personnes qui ne sont pas éduquées, je m'adresse à l'opinion publique qui a peut-être pas entendu parler de la question palestinienne depuis 10, 15, 20 ans, qui n'a pas les clés de compréhension. Donc en fait, il faut aussi situer sa parole dans cette nécessaire pédagogie et pas que dans tout le temps dans une dynamique qui peut être militante ou d'expertise. Parce que tu vois, tu disais, voilà, on a beau amener l'expertise. Moi, il y a des moments où quand je dis au nom de quoi je ne peux pas rentrer chez moi, en Palestine, c'est plus impactant que de parler des résolutions des Nations Unies. Tu vois ? Et donc il y a des moments où il faut aussi situer sa parole dans un contexte qu'il faut aussi analyser. Donc voilà, pour le moment, je lâcherai rien. Sur la question du traitement médiatique, j'aimerais parler quand même de celui des politiques, du peu de politiques qui osent contredire ce discours dominant sur la question palestinienne. Mais j'aimerais aussi interroger leur stratégie, parce que parfois, souvent, c'est pas lisible. Même si on est d'accord sur le fond, on se dit « Ah tiens, les insoumis, ils disent des bons trucs, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça et pas comme ça ?» J'aimerais que tu nous décryptes un peu la cuisine insoumise sur cette question. La cuisine insoumise, en ce moment, elle est pleine de vitrines cassées, de vaisselle au sol, parce qu'on s'engueule entre nous, en fait. Mais c'est normal, c'est le débat démocratique, y compris chez nous. On n'est pas tous d'accord sur la manière d'appréhender
la chose. Moi, je me suis. Tu sais, quand tu disais est-ce que c'est important d'aller sur ces plateaux, bon, moi, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que j'y vais. J'ai appris qu'il fallait déposer son cœur à l'entrée, hein, voilà, avant d'entrer, de s'asseoir. Tu peux déposer ton cœur parce qu'il n'y a pas de pitié là-dedans. Mais la dernière fois que je suis allé en manifestation, par exemple à Paris, parce qu'avant j'avais manifesté à Lille, j'ai croisé des citoyens. Ça m'a marqué parce que ça me touche aussi. Et je dis pas ça pour moi, mais tu sais, les gens, des fois ils te disent merci, on te dit merci. Puis il y a les merci qui viennent de là. Ça sort comme ça, et des gens très émus en fait, qui étaient émus que pour une fois, quelqu'un se dise que leur opinion à eux, celle qu'ils ont depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, elles sortent de la part d'un parti institutionnellement installé. Et là, je me dis merde, parce que là, j'ai plus le droit à l'erreur, quoi, ça veut dire aussi. Parce que moi, je ne vis pas ça, et je fais preuve d'empathie, mais je vis pas ça. J'ai pas cette boule au ventre, cette boule dans la gorge depuis 25 ans sur la Palestine. Moi, je suis un enfant de la génération 2001. Donc, quand j'avais 10 ans, dans l'Occident, en France, en Europe, on voit les tours jumelles s'effondrer. On voit le discours du choc des civilisations qui arrive. On le refuse. Parce que moi, je l'ai refusé, en fait, assez vite. Mais il n'y avait pas cette rage parce que c'était pas moi le coupable dans le discours public. Et là, tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur et tu es obligé de toujours consulter tes amis, en fait, ou toujours consulter tes proches. Tu es toujours obligé de consulter ceux qui savent. C'est ça qui est important, je pense, dans la fonction de porte-parole. Mais quand tu arrives à le faire avec un peu de justesse, tu libères quelque chose chez des gens qui sont émus. J'ai vu des gens pleurer, etc. C'est la première fois, moi, que des gens me disent merci avec cette émotion-là. Et c'est pour ça que je continuerai à y aller. Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Je veux dire, ce que tu dis, c'est de bon sens. Je veux dire, toute personne qui écoute et qui dit, voilà, ce politique appelle à cesser le feu, il appelle à une solution, etc. Qu'est-ce qu'il vous reproche ? On nous reproche de dire que la vie d'un arabe, elle compte autant que la vie d'un autre. On nous reproche fondamentalement ça. Parce que quand tu laisses les autres parler, justement quand tu n'es pas là, eh ben, tu as les discours. Moi, j'ai vu un truc quand même du discours de cette dame, je crois qu'elle s'appelait Céline Pinéa, qui dit alors quand quand un enfant palestinien est tué, non, quand un enfant israélien est tué par le Hamas, c'est toute l'humanité qui l'a trahi, il le voit. Par contre, un enfant palestinien tué par une bombe d'Israël, ça va, c'est ok. Et en fait, c'est ça le fond de la chose, c'est que dans mon pays aussi, c'est pas qu'en Palestine, dans mon pays, on a déshumanisé les Arabes, on a déshumanisé les musulmans, on a déshumanisé aussi les Juifs. Hein. Je veux dire, il y a un moment, l'extrême droite, elle est très contente de l'État israélien, pour une raison simple. L'antisémitisme, il est né en Europe. Il n'est pas né dans les pays arabes. C'est l'Europe qui a inventé l'idée qu'il y aurait un problème juif. Elle a inventé l'idée qu'il y avait un problème juif parce que pendant des décennies et des centaines d'années, elle a interdit aux juifs de faire autre chose que de commercer, de faire les activités d'argent. Parce que pour les chrétiens, c'était sale. Donc c'est les juifs qui le faisaient. Et c'est elle qui a inventé ce problème-là et qui s'est dit à un moment, il y a un problème juif. Dans les pays arabes, il n'y avait pas de problème juif. Hein, en Tunisie, il n'y avait pas de problème juif. Nous, dans l'Europe, et c'est pour ça que le problème qui est né en Europe doit aussi se conclure en Europe, en partie pour ma part. Il y a un enjeu très fort à mener cette bataille ici, notamment en France. Et bien, l'extrême droite, elle se dit, mais vu qu'il y a un problème juif, d'ailleurs c'est ça, hein, la déclaration Balfour et compagnie, hein, je veux dire, quand les Anglais font cette déclaration-là, ils continuent à dire que les Juifs sont des vermines. Donc on n'a qu'à donner le problème aux Arabes, on n'a qu'à donner le problème aux Palestiniens. Alors ils ont vu, c'est vrai, Bassem Youssef a fait une démonstration hyper limpide de tout ça dans sa dernière interview avec Piers Morgan. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais moi, je me souviens qu'en cours, y compris, j'avais étudié, quand on étudiait l'histoire, il y avait une histoire de mettre les Juifs dans un coin en Russie ou alors en Ouganda. Et puis c'est tombé sur la Palestine, quoi. Donc on a dit aux Palestiniens, prenez notre problème juif à nous. Et c'est ça qui m'attriste beaucoup dans le débat français, c'est que moi j'ai grandi au Lila, qui est une ville où il y avait des Français musulmans.
et des Français juifs qui étaient séfarades et ashkénazes. Il y avait les deux. Notamment les Français juifs séfarades, ils vivaient dans les mêmes quartiers que les Français juifs musulmans, que les Français musulmans. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont tellement de choses en commun. Ils ont une histoire de l'oppression en commun, ils ont une histoire de la discrimination en commun, ils ont des cultures en commun, des manières de parler. Et c'est les dirigeants, c'est les responsables politiques qui confrontent entre eux les Français juifs et les Français musulmans, qui à chaque fois leur mettent le problème sur le dos. Et moi, je trouve ça triste parce que c'est vrai qu'après, y a des gens qui reprennent à leur compte, ça existe, qui reprennent à leur compte les théories antisémites, etc. Mais cette manière de dire c'est de la faute des musulmans, c'est pas ce que j'ai vécu, en fait, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai pas été témoin de ça dans ma vie. J'ai été témoin d'un antisémitisme bien français, celui qui a envoyé les juifs dans les trains, dans les camps de la mort. Ça, j'en ai été témoin. Et les mécanismes antisémites sont très ancrés en Europe. C'est pas les Arabes qui les ont développés. Et donc on essaye de se battre contre ça. Et cette manière de rendre un peu justice et de redonner la mémoire aux gens, c'est, je pense, le cœur de la bataille pour nous, notamment en France, qui n'assume pas en fait son histoire, qui n'assume pas le maréchal Pétain, qui n'assume tellement pas que maintenant vous avez des Zemmour qui nous disent que le Pétain a sauvé des Juifs, etc. Ils n'assument pas ça. Et tout ce qui se passe en Palestine, ça les renvoie. Comme tu disais, Rima, c'est la mère des batailles, parce que ça renvoie à toutes ces questions, à tous ces inconscients coloniaux qui sont encore ancrés dans les têtes. Et encore une fois, que l'idée que les Palestiniens comptent pas, en fait, ou comptent peu. C'est-à-dire, on va les faire venir de temps en temps, on va en parler, et puis une fois que l'actu est finie, allez, on ferme le couvercle et on passe à autre chose. Et j'ai vu ça combien de fois. Moi, le truc qui m'a le plus choqué, je vais te dire, dans le débat, vraiment, c'est quand ils ont coupé l'électricité à Gaza, le premier soir où ils coupent tout. Et je me souviens, on avait mal dormi tous, on était en train de parler, on avait vraiment mal dormi parce que c'était le premier soir où on n'avait pas les images. On savait qu'il se passait quelque chose, on savait qu'il y avait le carnage, mais cette fois-ci, on n'avait pas les images parce qu'il n'y avait plus Internet et on galérait. Donc on a passé toute la nuit à essayer de trouver les images des journalistes. Et je me réveille le matin, fatigué, et avant d'aller à l'Assemblée, je regarde BFM. Et là, le reportage, c'était un reporter qui était à Ashkelon, donc à Israël. Et le sujet du reportage, ça commençait comme ça, c'était « Ce soir, les Israéliens ont bien dormi parce qu'il y avait moins de bombes du Hamas. » Et ça m'a fait mal de me dire que dans mon pays, on en était arrivé à là. Et du coup, moi, je l'ai vécu comme un devoir, en fait, d'y aller et de dire « Mais attendez, réveillez-vous, quoi. » Voilà. Et c'était un peu le cœur de cette bataille, d'arriver à rediriger aussi une partie de l'empathie quand même vers les Palestiniens qui subissent un nettoyage ethnique. J'aimerais quand même rebondir sur ce que tu as dit, sur la manière dont justement on oppose les communautés juives et musulmanes en France. C'est vrai que nous, on a cette expérience aussi en Algérie. Moi, je suis né en Algérie, à Ain Beida, dans la wilaya de Mlebouarké, aux frontières tunisiennes, Hada Houdoud Bouchabka. Et en Algérie, on a eu le décret de Crémieux qui a fracturé la nation algérienne, la société algérienne, qui a séparé les juifs et les musulmans. Et quand ils sont repartis, les colons, en 62, ils ont pris les juifs avec eux. Ils sont partis avec eux. Et aujourd'hui, on assiste encore aujourd'hui, à ce transfert de responsabilité historique assez incroyable, avec ces théories du nouvel antisémitisme, de cet antisémitisme des banlieues, d'aucuns diraient l'antisémitisme couscous. Et ça me fait beaucoup de mal parce que je nous vois nous éloigner, en fait, avec nos cousins juifs, avec qui on a beaucoup plus à partager. J'ai beaucoup plus personnellement à partager avec un cousin juif de Djerba ou de Constantine qu'avec n'importe lequel, et même si je les aime beaucoup, de mes amis militants parisiens, en réalité, culturellement et même politiquement parfois. Et c'est vrai qu'on se voit, on est chacun d'un côté de la berge, et on est chacun pris dans nos émotions, dans nos communautés, et on se voit s'éloigner sans parfois rien pouvoir y faire. Et j'aimerais quand même dire aussi que tu parlais de cette confiscation de l'empathie.
c'est vrai que nous, en fait, on nous a... Si on veut aussi, et faut parfois aussi faire son autocritique, parce que moi j'ai beaucoup là d'amis juifs qui sont des militants, qui sont des militants antiracistes, qui sont des militants anticoloniaux, qui ont participé avec nous à plein de combats, et qui parfois, quand ils n'ont pas eu le 7 octobre, la réaction attendue, c'est-à-dire ultra radicale, tout de suite, de réagir politiquement, d'avoir les bons mots, d'être à la hauteur, etc., ont été traités parfois par certains des nôtres directement de sionistes, de vendus, etc., alors que c'est des gens avec qui on a partagé ces combats. Et moi, j'aimerais quand même dire que, je veux dire, si on n'est pas en capacité de se mettre à la place des autres et de ne pas comprendre, en fait, qu'il y a cette émotion à ce moment donné, le 7 octobre, il faut être fou pour comprendre que, pour pas comprendre qu'en fait, en tant que juif, le 7 octobre, on peut se sentir complètement submergé, comme nous, en tant que musulmans, qui ne sommes pas palestiniens, en fait, on est submergé par cette émotion parce que vivent les Palestiniens. Ça ne veut pas dire qu'on met une égalité entre ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ce que vivent les Israéliens est pareil que ce que vivent les Palestiniens. Ce n'est pas vrai. Mais ça veut dire qu'on doit aussi être en capacité de cette empathie, on doit aussi être en capacité de se mettre à la place de l'autre. Et si nous, ici, je parle en France, mais aussi en Tunisie, ici en Europe et dans les pays maghrébins, si nous, on n'arrive pas en fait, à discuter, à dialoguer avec les Juifs qui sont le plus proches culturellement et politiquement de nous, comment est-ce qu'on veut que demain, au Proche-Orient, les gens vivent après, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble. Parce qu'il va falloir trouver une solution, il va falloir que les gens y vivent ensemble. Je veux dire, on va pas jeter les gens par-dessus la mer. Quand Rima, on en discutait tout à l'heure, from the river to the sea, ça ne veut pas dire que tous les Juifs doivent dégager, en fait. Ça veut dire que la Palestine doit être libérée de toute forme d'oppression et de colonisation et que les gens doivent vivre à égalité et doivent vivre avec une liberté totale, mais ils doivent vivre ensemble. Donc, je veux dire, nous, on vit avec cette peine aussi, de la manière dont on nous oppose et dont on en fait un combat religieux et un combat entre communautés. Et pendant ce temps-là, les Occidentaux, ils se frottent les mains. J'aimerais aussi, du coup, te poser la question, Rima. Il a commencé à l'aborder un peu, David. C'est vrai qu'en France, quand on parle du palestinien, nous, les Arabes, on tend particulièrement aussi l'oreille, parce qu'il s'agit aussi en réalité de nous en France. Il s'agit aussi en réalité de notre sort, et on l'a vu ces dernières années, tous les processus aujourd'hui et toutes les lois qui sont passées, la loi séparatisme, les différentes mesures de justice d'exception qui est utilisées notamment pour dissoudre les associations de défense des droits des musulmans, comme le CCIF. Aujourd'hui, elles sont utilisées pour dissoudre les associations de défense des Palestiniens. Et c'est quoi le trait, c'est quoi le lien en fait entre justement la question, la question du traitement de la Palestine et du traitement en fait des Arabes et des immigrations issues des anciennes colonies en France? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait la question palestinienne, elle s'inscrit dans, c'est un des derniers sujets de colonisation à traiter avec aussi la résistance palestinienne, mais qui s'inscrit en fait là où il est intéressant ce sujet, c'est qu'il catalyse, comme je disais, c'est que l'État d'Israël est le seul État au monde à avoir été créé par la communauté internationale, donc il engage tout le monde, il engage tous les États d'une certaine façon, même si la communauté internationale en 1945, bon, c'est les empires coloniaux. Mais donc aujourd'hui, en tout cas, on voit une mobilisation internationale autour des résolutions qui sont votées sur le sujet. Donc en fait, ça concerne vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, on est dans une communauté internationale où la majorité des États se sont libérés, ont arrivé au terme depuis plusieurs années de ces logiques de domination. Et donc, on a le sentiment qu'il y a un monde qui est divisé en deux, en fait. Même si l'opinion publique tend quand même de plus en plus en faveur du peuple palestinien, on l'a vu, même aux États-Unis, en Occident, enfin voilà, il y a eu des mobilisations massives. Mais je parle en termes de politique d'État, on a quand même un monde qui est un peu scindé en deux. Et il y a les soutiens à Israël, on le voit, c'est majoritairement des anciens pays qui ont eux-mêmes colonisé. Et on a les soutiens à la Palestine, même si je caricature, mais en fait, quand on regarde, c'est quand même ça.
et qui sont des pays qui sont du sud global, qui comprennent ce que c'est cette oppression, qui comprennent ce que c'est de résister pendant des décennies pour arriver à l'autodétermination, etc. Et donc la situation des Arabes en France, le soutien qui peut être exprimé ou témoigné aux Palestiniens, il s'inscrit dans ce que je disais tout à l'heure, qui est un effet de miroir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration en France qui ont hérité de cette oppression, qui ont hérité de ce rapport de domination, qui ont hérité de ces humiliations. Et quand ils voient le Palestinien, ils se voient eux, en fait, d'une certaine manière. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un Palestinien qui est humilié, c'est des peuples entiers qui sont humiliés par cet effet de miroir, par tous ces peuples qui se sont libérés de cette oppression, de cette colonisation. Quand ils voient encore un sujet colonisé être opprimé, être humilié, il y a un effet miroir. Parce que ces histoires-là, les nôtres, les vôtres, elles sont récentes. C'est pas des histoires, elles sont récentes, ces histoires de lutte décoloniale et d'indépendance, elles sont récentes. Ils sont en mémoire d'homme. Hein. Moi, mon grand-père qui a fait la voilà, guerre d'Algérie, qui a été condamné à mort, il est encore vivant. Il y a dans vos familles respectives des personnes qui peuvent encore en témoigner. Donc c'est vous dire en fait la sensibilité de cette mémoire et de comment elle vient s'imbriquer avec la mémoire et la question palestinienne. Juste un mot sur la question de l'antisémitisme. C'est un sujet extrêmement compliqué pour les Palestiniens. Moi, je vais vous témoigner quelque chose, parce que moi, j'ai les deux casquettes maintenant. Je viens d'un milieu très palestinien qui est celui des camps en Syrie, et j'ai grandi en France. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pour les Palestiniens, les Israéliens, c'est un peuple comme un autre, en fait. Ils n'ont pas le passif, c'est ce que ne comprend pas l'Occident. Dans cette région, on n'a pas le passif de l'antisémitisme. On n'a pas cette mémoire, contrairement à la France, où on a ce passif. On a persécuté les Juifs, on a voulu les exterminer. Donc bien sûr que cette mémoire, il faut l'entretenir, il faut ne jamais oublier, il faut la raconter, il faut qu'elle soit présente dans les manuels scolaires, il faut que tout le monde soit au fait de ce qui s'est passé en France, de ce à quoi la France a collaboré pour ne pas que ça se reproduise. Donc c'est très présent la question de l'antisémitisme et du sujet qui doit être traité, qui n'est toujours pas assez traité d'ailleurs. Mais pour les Palestiniens, dans cette région-là, c'est Mona Chollet qui le disait dans un entretien qu'elle faisait à Mediapart, elle disait mais Israël ne comprend pas que dans cette région, c'est un État comme un autre. On ne le traitera pas différemment. Pour nous, c'est un État qui colonise, en fait. Et ce que disait, on en a parlé ce matin, mais il y a eu une tribune de Henri Lorenz, qui est un professeur au Collège de France, qui disait, mais le problème, en fait, moi je le répète aussi, c'est pas ce que sont les Israéliens, c'est ce qu'ils font. Et Henri Lorenz disait que bon, si les Palestiniens avaient été colonisés par les Esquimaux, ils seraient anti-Esquimaux. C'est pas le fait que les Israéliens, en l'occurrence, ils soient de confession juive ou qu'ils se revendiquent de telle ou telle confession. Donc, et ce que ne comprend pas l'Occident, c'est que dans cette région-là, on n'a pas ce passif, on n'a pas cette mémoire de la Shoah, on n'a pas ce traumatisme en fait. Qui a nécessité, qui trouble en fait aussi les rapports dans la société, parce qu'effectivement, quand on a fait autant de victimes, quand on a autant persécuté une communauté, on est redevable devant l'histoire. La France est redevable devant l'histoire. Mais ce qui est terrible pour nous, Palestiniens, c'est qu'on se retrouve à traiter une question qui est fondamentale, qui est celle de l'antisémitisme, qui est fondamentale. Mais sans avoir contribué à cet antisémitisme, sans avoir participé à cet antisémitisme. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on se retrouve, nous, aujourd'hui, Palestiniens, on se retrouve dans des situations où on doit se justifier de ne pas être antisémite, alors que nous, tout ce qu'on dit, c'est qu'on est victime d'une colonisation et d'une occupation.
c'est pas notre sujet en fait. Fondamentalement, c'est pas notre sujet. Je sais que ça peut être inaudible pour les personnes qui peuvent être de confession juive et qui se revendiquent d'Israël, mais il faut comprendre d'où vient le sujet palestinien aussi. Le sujet palestinien, avant la création de l'État d'Israël, il efface l'Empire britannique, il mène une grande révolte, la révolte arabe des années 30. Il y a 10% de la communauté palestinienne qui est soit emprisonnée, soit persécutée, soit tuée. Et on se retrouve juste après avec une adoption de des résolutions des Nations Unies qui n'inclut absolument pas tout un tas de pays, qui n'inclut pas les Palestiniens, où on crée un État israélien sans consultation des Palestiniens, État israélien dont on va accélérer la création, État israélien dont on va accélérer la création en raison ou en réponse à cet antisémitisme, et on dit aux Palestiniens, débrouillez-vous avec ça. Mais c'est totalement irresponsable de la part des États européens. C'est totalement irresponsable. Ce sujet-là, il doit être aussi traité, et en partie par les États qui ont été quand même, qui ont participé, qui ont pensé l'antisémitisme, qui ont pensé la Shoah, qui ont pensé ce niveau de persécution à l'égard du peuple juif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a totalement abandonné le peuple palestinien avec une question qui était européenne. Majoritairement européenne. Bien sûr, après, il ne faut pas l'invisibiliser, il y a eu aussi dans la création de l'État d'Israël des États arabes qui se sont positionnés avec des persécutions à l'égard de leur communauté juive, et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Quand il y a eu la création de l'État d'Israël, il y a eu beaucoup les Juifs ont été ciblés aussi. On leur a demandé de partir, on leur a demandé de choisir un camp, on leur a demandé d'être soit fidèles à leur pays, soit d'être israéliens. Enfin voilà, il y a eu... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste comprendre, ça c'est une question qui est très importante, juste comprendre que nous, Palestiniens, on n'a pas ce passif de la Shoah. Que la Palestine a toujours été une terre inclusive et multiconfessionnelle. Moi, mes grands-parents me témoignaient du fait que c'est une question qui ne se posait pas, de savoir si leurs voisins étaient juifs, chrétiens ou pas. C'est des terres, en fait, dans cette région, même au Liban, vous passez d'une mosquée à une église. Malheureusement, les synagogues sont beaucoup moins... moi, je le regrette, elles sont beaucoup moins... elles n'ont pas du tout été entretenues. En Syrie, par exemple, etc., là où la communauté juive aussi a été soit poussée soit a été expulsée, soit est partie. Ce sont aussi des lieux... Enfin, voilà, on a perdu, en fait, quelque chose en termes de coexistence. Ça, c'est très dommageable. Une partie de nous-mêmes, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, il faut bien comprendre que ce peuple-là, le peuple palestinien, s'est retrouvé à gérer la création d'un État israélien qui était fait en réponse à antisémitisme qui n'est pas dans la mémoire palestinienne, qui n'est absolument pas dans la mémoire palestinienne, et pas dans la mémoire, en fait, de ces pays-là. Et donc, c'est inaudible, en fait. Ce que je veux dire juste par là, c'est que c'est encore plus compliqué pour moi, en tant que Palestinienne, en France, de parler des Palestiniens, parce qu'on me renvoie systématiquement cette question de l'antisémitisme. C'est très compliqué. Soit on m'accuse d'être antisémite, soit on va me dire que dans les revendications palestiniennes, elles sont de fait antisémites, mais c'est pas notre sujet, en fait. On n'a pas cette mémoire-là. Les Palestiniens n'ont pas cette mémoire-là. Ils s'expriment d'abord en tant que Palestiniens, d'abord en tant que peuple colonisé, et c'est très touchy parce qu'effectivement, dans les sensibilités qu'il peut y avoir dans la communauté juive, dans les voix pro-israéliennes, il y a cette peur d'être jamais, en fait, sécurisé en tant que peuple juif dans une terre où on aspire à être en sécurité, à être en paix. Et si vous voulez, moi, j'ai conscience des fois que ma parole palestinienne, elle renvoie aux Israéliens ou des voix pro-israéliennes qui ne sont pas légitimes, de par ce qui a été fait. Voilà. Et donc, c'est un cercle infini. Mais je veux juste dire que cette parole-là, elle ne peut pas, elle n'est jamais, en fait, elle n'est pas antisémite, cette parole palestinienne. C'est une parole vraiment politique d'un sujet colonisé, d'un sujet occupé, et qui dit sa condition. Mais c'est extrêmement touchy, en fait, ce qui a été infusé en France aussi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment... Je termine là-dessus, parce que moi, je subis tout ça. C'est très dur pour moi, parce que je n'ai pas cette mémoire de
l'antisémitisme de là où je viens. Au contraire, moi j'ai des témoignages de ma famille qui nous disent on ne se posait pas la question de qui est juif, de qui est chrétien, c'était un non-sujet et la Palestine a toujours été une terre inclusive. Et je me retrouve dans un pays, dans une région en Europe où la haine des juifs est omniprésente. Et aujourd'hui, on la rattache, cette haine, à la question palestinienne, parce que aussi la question palestinienne est récupérée de toutes parts. Et moi, je me retrouve piégée dans tout un tas en fait, de discours qui sont récupérés soit pour haïr les juifs, soit pour haïr les musulmans, etc. etc. Mais voilà, c'était juste pour redire la complicité que c'est aussi d'avoir une voix palestinienne en France. Et je veux dire que certains de nos politiques sont totalement irresponsables de ne pas traiter cette question, ou en tout cas de prétendre lutter contre l'antisémitisme, mais en même temps de continuer à soutenir des groupes politiques qui promeuvent la haine. Je pense à Meir Habib, qui se revendique de lutter contre l'antisémitisme et qui a fait un tweet là, il y a quelques jours pour dire « Je me félicite de la présence du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme ». Enfin, je veux dire, c'est d'une irresponsabilité totale. Et donc voilà, nous on se retrouve aussi en tant que voix palestinienne, mais à gérer cette question de l'antisémitisme. Et c'est extrêmement compliqué parce que, encore une fois, on n'a pas cette mémoire-là. Donc, Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, puisque on a quand même pas mal avancé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 minutes de conclusion et ensuite on va passer aux questions, si vous avez des questions. Et ensuite, il y aura un pot. Vu qu'on est dans un centre d'art, je vais quand même préparer quelques petites références culturelles parce que, quand même, il faut que je sois à la hauteur du lieu. Juste, moi, je crois, en tout cas, j'ai appris, du fait de mon positionnement de militant de gauche, révolutionnaire, on a parfois l'impression, vous savez, quand le monde s'écroule, quand la mort pleut, que c'est fini et que c'est foutu. Et je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent, les jeunes qui peuvent être amenés à se dire la situation est déprimante, que quand on est dans ces situations-là, notamment sur la question palestinienne, l'optimisme, c'est pas juste un état d'esprit. L'optimisme, c'est un devoir moral. Parce que les seules batailles qui sont perdues, c'est celles qu'on ne mène pas. Vous êtes sûr de perdre si vous ne menez pas la bataille. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner si vous la menez. Mais par contre, vous êtes sûr d'aller à l'échec si vous ne la menez pas. Quand il était en prison, il y a un militant révolutionnaire, Antonio Gramsci, qui avait une formule qui était intéressante, qui disait je suis pessimiste de l'intelligence, mais optimiste par la volonté. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on analyse les rapports de force en présence, souvent les militants anticoloniaux se disent effectivement, si on regarde les éléments matériels, ils sont plus armés que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus aidés que nous, ils ont plus d'argent. Et pourtant, l'histoire de l'humanité, d'ailleurs ça me permet de dire que j'ai un désaccord avec vous, mais c'est juste pour me la péter, c'est que en fait ces combats-là ne sont pas récents. Dans mon pays à moi, les révolutionnaires français avaient une devise. C'était la liberté ou la mort. Ces idées-là qui viennent des fonds des temps, qui sont des grandes idées, celles de la liberté des peuples, elles ont éclos en Europe avec les Lumières, mais avant elles sont passées, il y avait Averroès, c'est passé en Italie, les Grecs, partout dans le monde. Ces idées-là ont germé et ces idées-là, elles se transportent de génération en génération, de siècle en siècle, parce qu'il y a des personnes pour les porter avec elles. Une idée ne se transmet pas toute seule. Une idée se transmet parce que vous la dites, parce que vous l'écrivez, parce que vous la chantez, parce que vous la peignez. Mais ces idées-là, elles ne se transmettent pas toutes seules. Alors moi, l'histoire de mon pays, c'est qu'à un moment, il y a des gens qui ont dit la liberté ou la mort. Et puis après, Thomas Sankara, par exemple, il dit la même chose. La patrie ou la mort. Et puis après, Fidel Castro, qui arrive à sortir l'impérialisme américain de Cuba.
Il ne dit pas d'autre chose, il dit patria ou muerte. Ces idées-là, elles ont tellement circulé qu'elles sont arrivées, à mon avis, dans le cœur d'un poète palestinien qui s'appelle Ibrahim Toukan, qu'il n'y a même pas un jour, mon ami franco-algérien me faisait réécouter, qui est devenu en 2004 l'hymne de l'Irak quand ils ont fait tomber Saddam Hussein, et qui a été, c'est pour ça que j'y pensais, qui a été chanté il y a quelques semaines dans mon pays, comme quoi l'idée a fait le tour, hein, à Lille, dans un rassemblement. C'est un poème qui dit ma patrie, la jeunesse ne renoncera jamais, elle ira jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour ton indépendance. Pour ton indépendance, nous boirons de la mort, mais nous ne serons jamais aux ennemis tels des esclaves. Le nom de ce poème, c'est Mautini, ma patrie. Mautini, je ne le prononce pas très bien. Vous voyez, l'idée circule, elle existe. Et au plus profond des ténèbres, il suffit juste, comme dirait l'autre, d'une étincelle pour allumer le feu à la plaine. Voilà, à bas les tyrannies et vive la liberté des peuples. Mais là, c'est hyper dur de... Tahia Palestine. Tahia Tunis. Tahia Aljazair. Moi, je vais conclure sur une perspective politique, donc je vais vous ennuyer, mais c'est important pour moi. Moi, ce qui me fait espérer aujourd'hui, c'est d'enterrer des solutions qui n'en sont plus... Une solution, en tout cas, qui n'en est plus une, qui est celle des deux États. Donc je vous demande d'arrêter de nous mentir. Je vous demande d'arrêter de nous mentir sur cette perspective. Je vous demande de cesser de la porter. Là, j'engage que moi, je ne suis pas représentante du peuple palestinien, mais 2 mots là-dessus. Ce qui reste des territoires palestiniens, ce sont des miettes. Il y a plus de 800 000 colons sur les territoires palestiniens. Si on projette un État palestinien sur les territoires qu'il reste, c'est Gaza bis. On va refaire le même scénario que Gaza. Et je suis convaincue que dans quelques années, on se retrouvera ici pour discuter de ce qu'est en train de faire Israël à une enclave qui serait en Cisjordanie, où on demandera aux Palestiniens soit d'aller en Jordanie, soit ils seront enfermés, encerclés entre quelques murs et on sera en train de les bombarder pour en finir définitivement avec les Palestiniens. Cette solution n'en est plus une, parce qu'elle ne permet pas à tous les Palestiniens de se réunir sur un territoire et de penser le destin qui est le leur. Puisque moi, en tant que réfugiée palestinienne, je ne suis pas inclus dans cette solution. Je n'aurai toujours pas le droit au retour si on crée cet État tel qu'il est pensé aujourd'hui. Et il ne permet pas non plus la connexion entre les Palestiniens de Gaza ou des autres territoires avec les Palestiniens de la Cisjordanie. Merci Taha, j'ai eu l'occasion de le remercier tout à l'heure, mais je voudrais dire à Rima Hassan que je la trouve formidable et que c'est une force et que je vois en elle un véritable leader. Vous êtes magnifique, vous êtes pleine de courage. Je sais pas, vous avez raison, on a tout le temps, on a tendance à je sais pas, quand les Palestiniens passent sur les plateaux, on a tendance à les voir comme des misérables. Vous n'êtes pas du tout misérables, pas du tout pitoyables. Je vous trouve forte, belle, magnifique, magnifique. Enfin, franchement, vous avez tout pour vous et continuez. Et je crois qu'il y a eu une star américaine qui a eu son nom sur un missile. Eh ben voilà, donc moi je détourne le message. J'aurais une question, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Il y a 2 semaines après qu'il y ait eu les attentats, enfin le début de la guerre, début entre guillemets, je n'ai plus la mémoire des dates, mais je crois qu'au bout d'une semaine, après le 7 octobre, Netanyahou, 3 familles ou 4 familles franco-israéliennes ont déposé des plaintes à la Cour internationale. Netanyahou a porté plainte contre le peuple, enfin contre le Hamas,
parce qu'ils les accusent de tuer des civils israéliens, pourquoi il n'y a pas de voix palestinienne? Vous êtes franco-palestinienne. Pourquoi des franco-palestiniens ou bien des gens pro-palestiniens, on va dire, pourquoi est-ce qu'ils ne saisissent pas la justice? Ah bah alors c'est fait hier. C'est un peu tard quand même, non? Bon, merci. Je réponds rapidement parce qu'il y a plein de questions. Je veux juste rappeler qu'Israël fait déjà l'objet d'une enquête à la Cour pénale internationale qui a déjà été ouverte en 2021, mais effectivement c'est lié aussi à Gaza, hein, mais c'est pas lié aux événements puisque c'est antérieur. Mais donc préciser qu'Israël est quand même déjà bien sous surveillance de certains, voilà, de la Cour internationale de justice aussi, qui doit rendre un avis sur les conséquences juridiques de la colonisation et de l'occupation, et la Cour pénale internationale qui enquête depuis 2021. Et là, actuellement, il y a effectivement plusieurs avocats qui se sont saisis de cette question pour recueillir des témoignages de franco-palestiniens qui ont été victimes de exactions d'Israël ou dont les familles ont été victimes de exactions d'Israël et qui vont porter également une plainte devant la Cour pénale internationale. Il y a même plusieurs cabinets en fait, hein. Moi j'en connais plusieurs qui se sont positionnés sur le sujet, donc affaire à suivre. Voilà. Je donne au hasard. Aslama, merci à tout le monde, merci beaucoup à vous toutes et tous pour vos interventions. J'ai plusieurs questions, je vais essayer de faire vite. J'essaie de me souvenir des quelques mots que vous avez dit, Taha, au début. Vous êtes venu ici pour essayer de blanchir l'image de la France, c'était quelque chose comme ça? Une meilleure image. Voilà, mais je pense que là maintenant dans le Global South, il y a deux notions qui sont en train de monter, qui sont un peu idéalistes, mais je trouve qu'elles valent la peine d'être mentionnées. Et il y a deux notions, fak al-irtibat, la rupture des liens entre le sud et le nord, et murakamat al-haqd, le cumul ou l'accumulation de la rage et de la rancune. Et je pense que ces deux notions qui sont grandissantes, ça va à l'encontre des efforts du Nord à vouloir embellir son image ou essayer d'embellir son image, ce qui est un peu tard maintenant. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a des politiciens ou des politiciennes qui se rendent compte de cette menace de rupture avec le Sud et qui essayent, par pragmatisme, pas par conviction, mais par simple pragmatisme, qui essayent de la contrecarrer? Deuxième question, qu'en est-il du projet de loi de la criminalisation de l'antisionisme? Parce que si ça passe, ça risque de faire payer très 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 cher les musulmans, les arabes, les Français d'origine musulmane ou arabe, etc. Une autre question par rapport au cessez-le-feu, je pense qu'il y a des voix qui le disent à demi-mot, mais il y a ils le disent à demi-mot parce qu'on a un peu honte de le dire, mais si on pousse à un cessez-le-feu, si ça arrive, il n'y aura plus de résistance armée, et j'ai l'impression que maintenant la résistance armée, c'est un peu la seule résistance qui pourrait vraiment récupérer la terre. Et s'il y a un cessez-le-feu, il n'y aura plus de Hamas ou de peu importe la résistance qui existe maintenant en Palestine. Est-ce que cette question se pose ou est-ce qu'il y a une réflexion autour de cette question? Comment on peut continuer la résistance armée sur place, en Palestine, sur les terres occupées, si on a un cessez-le-feu? Et dernière question. Dernière question. Oui, c'est cruel de le dire comme ça, je sais, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a un peu honte, les gens qui pensent un peu comme ça. Et la dernière question, c'est par rapport à la question palestinienne, parce que quand vous avez dit qu'elle est très structurante, elle est structurante au niveau des convictions, mais elle est un peu clivante au niveau de l'action politique. Moi, je le vois au niveau des milieux dans lesquels j'évolue, qui sont fondamentalement féministes, queer et un peu séparatistes. La question palestinienne, quand on la pose, surtout quand il s'agit de la normalisation, il y a des positions qui peuvent être extrémistes et pas assez pragmatiques et qui font qu'on n'arrive pas à s'organiser autour d'un même objectif pour faire des actions
politique pour soutenir la Palestine, que ce soit revendiquer des choses ou demander à nos gouvernements de faire des choses, que ce soit parce qu'il y a des gens qui te disent des des Palestiniens, enfin les artistes qui vont en Palestine, ben, c'est de la normalisation. Et ça va dans tous les sens. Et c'est très, très clivant. C'est très clivant. Moi, je le vois aussi ici en Tunisie. Est-ce que vous auriez des recommandations, des conseils, pour que ce soit structurant, pas seulement au niveau des convictions, mais aussi au niveau de l'organisation de l'action politique? Merci. Je te remercie pour tes questions et ta question qui va me permettre de réajuster mon propos. Tu as raison. En même temps, c'est marrant parce que d'habitude, je suis plutôt accusé d'être anti-France. Donc, t'as raison. La nuance, elle est importante. Il y a un vrai ras-le-bol. Il y a un vrai risque de rupture totale. On voit la France partout là se fait dégager au Sahel, dans les pays arabes. Enfin, je veux dire, il y a la chute complète de la diplomatie française et ça date pas des choix politiques d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire, nous, en tant qu'originaires d'Algérie, on connaît le passif. D'ailleurs, je suis en train en ce moment de réaliser un film sur la guerre d'Algérie, sur l'histoire de mon grand-père qui a été un moudjahid qui a été condamné à mort par la France à la guillotine parce qu'il voulait la liberté pour son pays, qui a d'ailleurs été défendu par Gisèle Halimi, avocate franco-tunisienne qui lui a obtenu la commutation de sa peine en travaux forcés à perpétuité et qui me permet d'être ici aujourd'hui en train de vous parler. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de blanchir l'action de la France, de la justifier, de l'édulcorer, de la brownwasher ou j'en sais rien, mais il s'agit de dire que, et c'est une réalité, c'est que la majorité des gens en réalité en France aujourd'hui ne sont pas d'accord avec les discours qui sont tenus par Yael Braun-Pivet, par Emmanuel Macron, et les plateaux de télévision en France ne sont pas représentatifs de l'état d'esprit en réalité des Français et des Françaises, et donc chacun et chacune a aussi dans cette grande partie de cette population qui est issue des anciennes colonies, qui sait et qui a l'expérience de la question de la colonisation. Donc je ne voudrais pas justement avoir l'impression d'édulcorer ça, mais de simplement restaurer aussi une forme de réalité et de vérité qui est celle de notre voix, aussi sous-représentée soit-elle, d'avoir l'occasion ici de le dire à Tunis qu'on est ensemble. Moi, j'adore voir Taha dans cette situation. C'est la question qui pique, en fait. C'est la question qui pique. Moi, en tant que militant, je regarde les choses telles qu'elles se passent. Ce qu'on appelle le Nord, l'hyperpuissance américaine, est en train de perdre certains de ses atouts. Pour la première fois dans l'histoire, je crois, de plus récente, la Chine, le Brésil, la Russie, mais aussi l'Arabie Saoudite, se sont mis autour de la table pour discuter d'une chose. Est-ce qu'on commence à faire une monnaie alternative au dollar? Cette question-là, elle est au centre des équilibres du monde. Parce que les États-Unis d'Amérique ont une monnaie qui n'a aucune contrepartie matérielle. C'est la base de leur puissance. La base. Il n'y a pas que ça, il y a la puissance militaire aussi. Hein. Mais là, on touche à quelque chose de concret. Quoi qu'il en soit, on dit souvent que on a souvent enterré les États-Unis. Hein. Bon, ils sont encore très présents. Mais en tout cas, on se dirige vers un monde qui est peut-être plus multipolaire, mais qui du coup en devient aussi plus instable. Alors les Palestiniens, ils me diront, nous c'est instable, ça fait longtemps que c'est instable. Mais dans les grands équilibres qui ont été trouvés, la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la guerre généralisée. D'ailleurs, en Palestine, c'est un des sujets. C'est de l'embrasement après et des jeux des alliances. Je le dis parce que nous, en Europe, la dernière fois qu'on a connu ce qu'on appelle le multipolaire, c'est-à-dire différentes puissances à peu près au même niveau, ça a donné la Première Guerre mondiale. Hein. Ce n'est pas forcément un gage de stabilité, tout ça. Et donc moi, en tant que militant politique, dans ma formation, Jean-Luc Mélenchon voit arriver ça, et on se dit comment on empêche, comment on évite la logique des blocs et de la guerre généralisée. Et sur quoi on s'appuie? Sur quoi on s'appuie? Dans ce qu'on peut faire, c'est-à-dire notre pays.
Nous, on a identifié la francophonie. Bien sûr, avec une condition, c'est qu'il faut que le contrat il soit commun. Parce que, d'ailleurs, c'est l'essence de la question, j'imagine, parce que jusqu'ici, en fait, c'est la France qui dictait pour les autres, et puis marche ou crève. Donc la condition de base, c'est que ça soit un contrat accepté par les autres. Voilà. C'est ce sur quoi on pourrait s'appuyer pour avoir une force qui n'est pas alignée sur les logiques de bloc, qui n'est pas alignée derrière les États-Unis d'Amérique, puissance déclinante, agressive, qui fout le chaos à peu près partout où elle passe. Notamment, c'est elle qui est derrière ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. 14 milliards d'euros de débloqués là. 14 milliards d'euros pour faire la guerre. Nous, la France, alors je crois qu'on a débloqué quelques centaines de millions d'euros. On a d'autres parts de responsabilité, mais on est petits joueurs à côté. Mais aussi d'autres puissances qui arrivent, qui ne sont pas forcément des puissances qui ont tout intérêt à la paix, quoique elles sont moins agressives, comme la Chine. Donc, qui est-ce qu'on essaye de convaincre dans le monde d'avancer vers le non-alignement? C'est ça, nous, notre question qu'on se pose en tant que militants révolutionnaires français. Et encore une fois, c'est convaincre, parce que de toute façon, on n'a plus beaucoup de moyens d'imposer. La France s'est fait sortir d'une grande partie de l'Afrique subsaharienne, Mali, etc. On s'est fait sortir. On démantèle nos réseaux d'ambassades, on met en difficulté avec nos positions, nos réseaux qui existent encore à l'international. Et puis en plus, c'est nous qui coupons les liens. Je veux dire, on avait des liens quand je parle de la francophonie. On a quand même fait une loi, alors ça c'était la meilleure. Bienvenue à l'université, ça s'appelait. On a multiplié par 10 les frais d'inscription pour les étudiants qui n'étaient pas européens, comprenez les étudiants d'Afrique, on les a multipliés par 10. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, en fait, on va se prendre des riches américains, des riches japonais, etc. Donc en fait, nous-mêmes, on s'est dit, ils n'ont plus rien à nous apprendre. Voilà. Moi, je pense que la logique, elle est inverse. Je pense qu'en vérité, on a beaucoup à apprendre. On a une position d'humilité à trouver vis-à-vis de pays qui, en plus, sont des pays qui ont des choses à nous proposer, qui ont des choses... Quand un étudiant, qui soit tunisien, marocain, algérien, vient en France, il fait des recherches. Il nous apporte des trucs. C'est pas juste nous qui l'accueillons. Tiens, allez, on te permet de faire un mémoire. Non. On y gagne dans ces échanges-là. Et moi, je ne comprends pas qu'on coupe même ces liens-là. Mais c'est le choix d'un pays qui, malheureusement, n'arrive plus à se trouver, parce que vu qu'il s'est aligné derrière les States, après, comme on dit, il faut suivre les Yankees, et puis on se retrouve dans la même situation qu'avant. C'est à nous, maintenant, où on est dans la situation marche ou crève. C'est un peu triste. Moi, j'espère juste que la France sera non alignée. Et après, on essaye de convaincre les partenaires, sans les mépriser pour une fois. Ce sera un bon début, je pense. Alors, je vais faire vite, parce que je crois qu'il y a plein de questions. Ouais, mais je vais vraiment faire vite. La question, c'était sur les outils pour la normalisation. Enfin, sur la question, il y avait la lutte armée. C'est ça, il y avait deux questions. Mais sur la normalisation et comment composer avec, c'est ça Ouais, oh là là. Donc du coup sur le cessez-le-feu, mais sur le cessez-le-feu rapidement. En fait, je pense pas qu'il faille poser la question comme ça. Il faut comprendre que c'est toujours le colonisateur qui fixe le degré de violence d'une lutte. C'est-à-dire que c'est Israël qui a fixé le niveau de violence. Et le colonisé est toujours en réponse à une oppression. Aussi atroce que ça soit. En Algérie, on a posé des bombes dans des cafés. C'était atroce. Les Kurdes mènent, avec le PKK, mènent des activités qu'on considère comme terroristes. Enfin, je veux dire, ça ne nous empêche pas de dire l'atrocité des faits. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le débat, je pense qu'il ne faut pas le poser comme ça. Le débat, il faut le poser dans quel rapport de force Israël impose aux Palestiniens, quelle perspective elle leur donne de mener leur lutte autrement que par la lutte armée, parce qu'ils ont essayé. Et je veux dire un mot là-dessus. Ça a été documenté, moi je l'ai beaucoup relayé pour dénoncer l'hypocrisie, le cynisme d'Israël. On a des déclarations de Benjamin Netanyahou et de Smotrich qui disaient il y a quelques années, qui disaient le Hamas est un atout et l'autorité palestinienne est un fardeau.
parce que l'autorité palestinienne, en amenant la question palestinienne par la voie pacifique, qui est quand même l'approche, un parti laïque d'ailleurs, le Fatah, hein, il n'avait pas du tout cette revendication et le prisme religieux. Il disait que précisément l'autorité palestinienne, le risque avec l'autorité palestinienne qui a amené la question avec la diplomatie, la coopération internationale et de façon pacifique, c'était que justement cette autorité, elle avait une légitimité, elle pouvait être entendue. Et donc c'était un fardeau pour Israël et qu'il fallait justement semer la discorde. Et c'est Netanyahou lui-même qui disait, ça a été republié par le média Haaretz, qui est un média israélien, qui disait « Nous avons tout intérêt à financer le Hamas. Cela fait partie de notre stratégie de justement diviser en gros les représentants des Palestiniens de façon à ce qu'effectivement on enterre la création d'un État palestinien. » Ça, c'est important de le dire, hein, parce qu'il faut se poser aussi la question de qui a nourri sciemment le monstre. Il n'y a pas un centime qui rentre à Gaza sans que Israël le check. Pas un centime. Ça, c'est la réalité, hein. Les valises d'argent qui viennent du Qatar, elles ne tombent pas du ciel. Elles passent par des contrôles israéliens. Bah, en part. Non, mais quand aujourd'hui on dénonce les atrocités, il faut savoir qui a nourri le monstre. Non, mais attendez, le Hamas, non, mais il faut laisser les Palestiniens parler. Le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Il ne représente pas tous les Palestiniens. Le Hamas, sa présence s'explique, sa légitimité s'explique historiquement, politiquement. Il a été élu, mais le Hamas... Non, mais c'est une expression, madame. C'est une expression. Quand on dit qui a nourri le monstre, c'est qui a nourri celui à qui on reproche aujourd'hui d'être un monstre. Mais qui l'a nourri? Qui lui a donné les capacités de s'armer? Qui lui a laissé justement son temps de... Et le Hamas, c'est pas un mouvement palestinien, hein, c'est un mouvement des frères musulmans initialement. Donc il faut resituer les choses politiquement. Il est là depuis très peu. L'histoire... Non, mais il y a plein de résistances, madame. Il y a le djihad islamique, vous avez aujourd'hui une dizaine de groupes armés. Le Hamas est le plus puissant, mais vous en avez une dizaine. Ça serait faux de dire que le djihad islamique représente les Palestiniens. C'est vrai ou pas? Oui, c'est pas parce qu'aujourd'hui le Hamas a plus d'armes que les autres qu'il représente les Palestiniens. Aujourd'hui, le Hamas a plus de... Mais il a été élu à Gaza. C'est 2 millions sur un peuple qui représente 15 millions au total. Les Palestiniens, c'est 15 millions. Non, mais attendez, je n'ai jamais prétendu représenter les Palestiniens. Je ne suis pas là pour vous dire que j'ai raison sur tout. Vous pouvez... Non, mais vous pouvez penser que le Hamas est une voie. Vous pouvez penser que c'est un avenir pour tout le monde de continuer à s'entretuer. Moi, je ne pense pas ça. Et je sais que c'est compliqué à entendre. Je sais que c'est compliqué. Il y a des gens qui veulent peut-être ici qu'on en finisse, qu'il faut détruire Israël. Écoutez, je vais vous donner... C'est pas un scoop. Je vais vous donner un scoop. Voilà, vous n'en est pas un. Israël, on ne détruira pas Israël. Il faut sortir de ce fantasme. Il faut sortir de ce fantasme. Personne... Mais on ne dit pas que le Hamas veut ça. On vous dit, c'est un peu... Non. Non, déjà, vous mal interprétez. Non, mais attends, c'est important pour moi parce que ça, typiquement, c'est aussi ça, être une voix palestinienne. C'est se retrouver à gérer des personnes qui sont alliées, mais qui nous reprochent de tenir des propos qu'on veut tenir. Quand je dis qui a nourri le monstre, c'est qui a nourri, en fait, la structure aujourd'hui, l'organisation du Hamas, à qui on reproche de commettre toutes les atrocités qu'ils commettent et à qui on reproche et qu'on qualifie de monstre. Quand je dis ça, je suis en train de dénoncer le cynisme israélien. Non mais attendez madame, à un moment donné, faut arrêter quoi. Donc bon, le projet de loi, non mais typiquement là on a un cas de figure très simple, c'est que même en territoire où on est censé être dans des espaces où on a des alliés ou que des alliés, on se retrouve aussi en tant que Palestiniens à justifier tout le temps la moindre chose qu'on peut dire, parce que en fait cette cause, je suis désolée, je sais qu'elle vous prend au cœur, mais ce n'est pas la vôtre. Merci, voilà. Parce que si c'est ça, allez prendre les armes et allez mourir au combat. Parce que là, c'est mon peuple qui meurt. Là, c'est mon peuple qui meurt. C'est pas vous. Bonsoir.
Oui, je réponds sur le... Une vraie réunion politique, c'est quand même une réunion politique où on s'engueule, hein, sinon... Non, sur le projet de loi, parce que c'est un des gros sujets, mais en fait, pour l'instant, ils ont essayé il y a quelques années de le faire déjà. Ils ont passé ce qu'on appelle une proposition de résolution qui n'a pas vraiment de valeur légale. Mais on a déjà eu droit à ce débat en France sur la criminalisation de l'antisionisme. Et nous, le problème qu'on a immédiatement soulevé, c'est vous entendez quoi par antisionisme déjà? Ils sont incapables de nous dire si l'antisionisme, c'est l'opposition à l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que c'est l'opposition à l'extension des territoires et de la colonisation? Ou est-ce que, d'ailleurs, comment est-ce qu'ils pourraient qualifier la proposition de Rima, qui est celle d'un État unique? Ils ne sont pas en capacité de nous le dire. Et donc aujourd'hui, ça a encore du mal à passer leur truc, parce qu'ils n'arrivent pas totalement à définir, en fait, eux-mêmes, ce qu'ils veulent interdire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent éteindre toute critique d'Israël. Voilà, c'est ça c'est le fait en France qui est le fait qui crève les yeux, et d'ailleurs qui nous crève tous les yeux, c'est qu'ils essayent d'éteindre toute critique d'Israël, et leur principale arme, malheureusement, c'est l'instrumentalisation de la question de l'antisémitisme. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, eux-mêmes, ils font de ça, de l'antisémitisme, un objet de débat géopolitique, etc. Alors que nous, on aimerait juste témoigner de notre solidarité quand un Français juif se fait agresser parce qu'il est juif. Et voilà, mais eux, ils renvoient ça. Ils accréditent le discours, d'ailleurs, des responsables israéliens. La dernière fois qu'ils sont venus en France, après les attentats de l'Hyper Cacher, ils sont venus en France, dans notre pays, pour dire à tous les juifs de France, venez chez nous, en Israël. C'est-à-dire, ne soyez plus des citoyens français, soyez des citoyens de chez nous. Et en fait, moi, je peux comprendre du coup le sentiment, à cause de ça, de solitude que peuvent vivre les Français juifs, parce qu'ils vivent parfois entre la construction d'un antisémitisme à l'européenne et l'instrumentalisation dont ils ne veulent pas forcément. Moi, juste avant de venir, j'étais chez une amie qui est française juive ashkénaze. Ils veulent même plus retourner en Israël. Voilà, ça fait 10 ans qu'ils ne retournent pas. Elle m'a dit, moi, mon mari me dit, tant que ça sera des gens d'extrême droite, etc., je ne retournerai pas dans ce pays. Ça existe aussi en France. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont essayer de faire ça. Et c'est pour ça que, y compris des gens comme moi, ils vont me dire que je suis porte-parole du Hamas. C'est des éléments qui circulent chez eux, comme quoi je prendrai mes consignes de Téhéran, de je ne sais pas où. Alors que moi, je n'ai jamais croisé ces gens, je ne sais même pas qui ils sont. Et c'est des éléments de langage qui tournent en boucle comme ça. Et le problème, c'est que vous savez, en France, il y a un proverbe, c'est répété, d'ailleurs, je crois que c'était la propagande nazie qui le disait à l'époque, calomnier, 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 il en restera toujours quelque chose. Donc c'est clair qu'en fait, quand dans les médias français, H24, vous avez ça, il en reste quelque chose. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, notamment sur Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a moi, mais il y a la figure au-dessus qui est clairement Jean-Luc Mélenchon, dont ils essayent de mettre la marque de l'infamie pour le disqualifier à tout jamais de tout discours politique et de tout discours géopolitique. Mais bon, on résiste à ça comme on peut. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. L'autre matin, je prends un taxi pour aller au Bardo. Le chauffeur voit mon drapeau palestinien, la carte de la Palestine que j'ai autour du cou. Il me dit, tu sais la différence entre les soldats arabes et les soldats juifs? Eux, ils ont peur de la mort. Nous, on n'a pas peur de la mort. Et il enchaîne en disant, nous, les Amazirs, on va libérer Gaza. J'ai dit, écoute, en attendant, on va au Bardo. Hein? Il est évident que la Palestine, et ce n'est pas d'hier, soulève toujours des émotions de tous les côtés. Bon. Et que les pouvoirs en place, ou les gens qui aspirent au pouvoir, manipulent ces émotions. Le jeune Jonathan, un jeune juif, fils de boucher et rabbin de Tunis, qui a été tué à l'Hyper Cacher, son papa voulait l'enterrer au cimetière juif de Djerba. Tu parles. Les sionistes ont kidnappé le cadavre et l'ont enterré sur le mont Herzl. Et Madame Ségolène Royal est allée à cette cérémonie pour déclarer que les Juifs avaient toute leur place en France. Mais elle déclarait ça en Israël. Bon.
Et je crois qu'ils ont kidnappé les 3 autres cadavres. C'était 2 juifs algériens, un juif tunisien, le 4e, je ne sais pas. Bon. Je voulais d'abord répondre à la sœur camarade qui doit partir, qui posait une question sur la CPI. Il y a eu un premier dépôt de plainte après l'attaque de Gaza de 2008 à la CPI. Il devait y avoir un vote au Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève sur cette plainte. Malheureusement, le délégué du frère président Abou Mazen, Mahmoud Abbas, a voté contre. Pour une raison très simple, c'est qu'un fournisseur de téléphonie israélien avait promis la concession pour la Cisjordanie, et plus Gaza déjà, puisque le Hamas s'est installé à Gaza, au fils d'Abou Mazen. Donc, cette plainte a été oubliée. Cette fois-ci, ça va être rebelote avec des acteurs qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en 2008, mais avec des risques aussi que, pour une raison ou pour une autre, vu les choses qui se trament dans les couloirs internationaux, cette plainte tombe à l'eau. Bon, j'en sais rien. Je vais enchaîner sur une blague que je veux partager avec vous. C'était une blague qui circulait dans les bars branchés de Tel Aviv il y a quelques années, parmi les buveurs de bière. C'est une blague juive, vous pouvez la raconter en précisant que c'est une blague juive, on ne dira pas que vous êtes antisémite. La blague disait « Un juif israélien pessimiste apprend l'anglais. Un juif israélien optimiste apprend l'arabe. Un juif israélien réaliste apprend à nager. » Je pense que tout pays, société, État qui traite bien ces juifs indigènes apporte un soutien au peuple palestinien. Bon. Alors, il y a la question... Juste, pardon, la question, s'il vous plaît. Bon, j'arrive tout de suite à la question. Constatant, après environ 60 ans d'activité plus ou moins militante liée à la Palestine, l'ignorance abyssale qui règne de tous les côtés de la Méditerranée sur l'histoire de la Palestine et l'histoire d'Israël, j'ai une question pour Rima et puis pour vous autres. Est-ce que vous avez connaissance ou est-ce que vous prenez l'initiative de trouver le moyen d'organiser des structures d'éducation des gens, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, sur ces histoires-là, qui sont évidemment pratiquement exclues de tout enseignement officiel à quelque niveau que ce soit, sauf ceux qui étudient spécifiquement le Moyen-Orient ou, bon, sujet précis, quoi. Je crois que ça serait vraiment nécessaire. Dans ma jeunesse maoïste, on faisait des cercles d'études et chaque lycéen faisait un exposé par semaine d'histoire. Moi, à 17 ans, j'étais capable d'expliquer ce qui se passait dans les rizières du Vietnam avec des petits drapeaux sur la carte. Aujourd'hui, je ne serais plus foutu de le faire. Et qui serait capable aujourd'hui s'il vous plaît, juste... d'expliquer ce qui se passe exactement sur le terrain avec tous les rappels historiques nécessaires? Merci beaucoup. On va juste prendre encore une autre dernière question. Toutes, je ne sais pas, mais une ou deux questions encore, et puis de toute façon, après, on pourra discuter. Toutes les questions. Merci d'être venu. C'était très enrichissant pour nous dans les émotions qu'on est en train de vivre tous les jours, et on n'arrive toujours pas à reprendre nos vies, même si vous dites que ce n'est pas vraiment notre cause, oui, mais on s'identifie, on revient à l'empathie, on s'identifie. On ne peut pas sentir ce que vous sentez, mais on essaie de le faire, même si peut-être on ne peut pas prendre les décisions que vous pouvez prendre. Pour rebondir sur la première partie, nous, en tant qu'Arabes tunisiens, avec des origines, moi, algériennes, avec la fierté, je ne me suis jamais sentie aussi libre de la colonisation comme dernièrement avec les événements qui se sont passés à Gaza et en Palestine. Je me suis sentie fière de mes origines, de mes pensées, de ma liberté, d'exprimer tout ce que je ressens. L'effet miroir, si on revient vers l'effet miroir, la France a été colonisée par l'Allemagne. Alors elle doit s'identifier aux atrocités qui s'arrivent en Palestine. Aussi, l'Allemagne a fait subir les Juifs plusieurs atrocités, on le sait tous. Aujourd'hui, elle est empathique avec Israël pour ces atrocités-là, mais pas par autre politique. Donc, normalement,
on s'attendait à ce que la France, peut-être la France plus que d'autres pays, soit la France de De Gaulle et la France de Jacques Chirac, grosse déception. Si on parle de l'antisémitisme, on est des sémitiques. On est aussi des sémitiques, nous, les musulmans. On est fils de Noah, fils d'Ismaël, fils d'Ibrahim. Si on parle d'antisémitisme, c'est aussi celui qui est fait contre les musulmans, pas que contre les juifs. Alors il faut parler de ça. On est aussi des sémitiques. Finalement, on n'est pas antisémitique par appartenance. Observation faite. Aujourd'hui, on parle de l'histoire d'une colonisation, d'atrocités. Peut-être la petite fille en moi refuse d'accepter votre solution, quoique elle est très logique. Peut-être est-ce que vous présentez d'autres solutions pour ce qui se passe aujourd'hui en Palestine? Pas un seul État, peut-être, je ne sais pas, une solution qui peut nous réconforter, nous. Deuxième, Nations Unies. Quel avenir pour les Nations Unies devant une telle impuissance devant l'État d'Israël? Ça, c'est une question que je suis vraiment curieuse de savoir la réponse. Et le boycott. Une question super d'actualité en Tunisie aujourd'hui pour les produits israéliens. Est-ce que vous pensez que ça impacte et ça contribue dans la lutte contre pour la cause palestinienne? Merci beaucoup. Juste une dernière question. Bonsoir. Deux, ok. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir à tous. Je voudrais déjà vous remercier infiniment déjà pour tout le travail que vous faites pour défendre justement que ce soit donc la cause palestinienne, et on voit bien le mal, et il faut faire bloc en fait finalement devant tout finalement cet acharnement pour taire finalement la parole de ceux qui veulent exprimer finalement un soutien aux Palestiniens. Donc moi en fait dans le thème finalement de cette discussion de ce soir, donc en fait je suis franco-tunisienne, donc je suis née à Paris 19e, donc il faut savoir que j'ai vécu entourée justement de personnes de confession de judaïque. Ensuite on a déménagé dans le 95, donc je me suis retrouvée au lycée à Sarcelles, où il y a une des plus grandes communautés justement juives de toute la France. Et je sais qu'on a vécu tous ensemble, qu'on a grandi ensemble, que ce soit à Paris, à Sarcelles. J'avais vraiment beaucoup d'amis, de camarades de confession juive. Donc vraiment, il n'y a jamais eu de soucis, il n'y a jamais eu d'antisémitisme. On était vraiment... Enfin voilà quoi, il y avait jamais... cette question ne se posait pas. On allait manger les unes chez les autres. Et je trouve ça vraiment très regrettable que finalement aujourd'hui les musulmans en France sont vraiment pointés du doigt, alors que s'ils allaient en fait faire leur travail de journaliste pour demander justement à la population juive de ces quartiers ce qu'ils en pensent finalement de ce soi-disant antisémitisme couscous, je suis sûre qu'ils n'auraient pas finalement les échos et les réponses auxquelles finalement ils ont préparé finalement les réponses eux-mêmes. Donc la question, en fait, c'est surtout pour Monsieur David Guiraud. Donc je vois que finalement la France insoumise fait vraiment son travail finalement de représentant politique à défendre vraiment les valeurs de la République française, que ce soit la liberté, fraternité, égalité, et défendre toutes les causes qui sont justes finalement dans ce monde, et ne pas avoir peur finalement de ne pas être calé sur la réponse qui doit être toute faite, toute préparée par, on va dire, d'autres influences politiques, sans nommer bien sûr. Mais ce que je vois, c'est que finalement, vous n'êtes pas isolé finalement sur la scène internationale, et qu'il y a beaucoup finalement de parlementaires à travers toute la communauté européenne qui s'élèvent. Et en fait, je me demandais s'il n'y avait pas finalement des alliances qui pouvaient être mises en œuvre finalement entre les différents parlementaires tout au sein de la communauté européenne pour pouvoir porter la voix de défense des Palestiniens au nom de l'Europe. Et c'est ça en fait qui manque finalement à l'Europe, d'avoir une union qui fasse bloc finalement pour élever finalement la voix de l'Europe pour la défense des Palestiniens. Merci en tout cas. Oui, on prend un pot, et on aura à manger. On va tous... Allez, juste une seconde. Dernière, pardon. Je suis pas très à l'aise de parler. Bonsoir. J'ai pas de questions. J'ai plus un petit mot à dire. Déjà, en tant que journaliste, de m'excuser de la manière dont les médias francophones, les médias occidentaux ont traité l'information. Je suis correspondante ici. Je travaille pour des chaînes de télévision, le service public, de gauche.
Et malheureusement, le traitement de l'information a été, moi je trouve personnellement, assez catastrophique. Donc aujourd'hui, certains journalistes, c'est difficile pour nous d'élever nos voix. Surtout, par exemple, moi je suis franco-tunisienne, mais j'ai pu discuter avec pas mal de journalistes franco-tunisiens, franco-algériens. On essaye justement d'alerter sur la manière dont est traitée l'information, sur les doubles standards. Et on regrette aussi la manière où, sur les plateaux télé, vous l'avez dit, hein, la manière où vous avez dû vous justifier. Et voilà, c'était juste un petit mot pour dire ça, que nous, on ne se reconnaît pas et que ça fait plaisir, merci, d'avoir cette conférence, de pouvoir avoir aussi nos voix à nous. Parce que nous, les journalistes aussi, c'est très compliqué de voir ce qui se passe et de voir que nos voix sont tues, de voir que nos rédactions se taisent, de voir que dans tous les directs qu'on voit de nos confrères et nos consoeurs, que ce soit à Jérusalem ou ailleurs, eh bien, tout le temps, on reprend mot à mot les déclarations des différents ministères israéliens, sans jamais se poser la question est-ce que ce sont des faits? Est-ce que c'est une narrative qui est acceptable? Et aujourd'hui, on essaye de changer la narrative aussi. Et voilà, je fais partie du coup d'un collectif de journalistes racisés et antiracistes qui s'appelle Ajar, et on essaie justement aussi de décoloniser cette narrative. Voilà, on représente, même si on travaille pour des médias étrangers, occidentaux, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se fait, encore moins sur la question palestinienne. Voilà, donc je m'excuse au nom de ma profession, qui a fait une énorme faillite. Voilà. Alors, moi j'ai une question simple, c'est aujourd'hui à notre hauteur, qu'est-ce qu'on pourrait faire à part le boycott, à part relayer un maximum d'informations en France, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à notre échelle pour pouvoir y contribuer à notre, même si on est minime, on est petit, je veux dire, relayer un maximum d'informations, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en tant que personne pour pouvoir aider de n'importe quelle manière? Il y a tout à faire, c'est-à-dire que vous pouvez... En fait, l'objectif, c'est de continuer à faire rayonner ce qu'est la Palestine. Donc, il y a plein de manières. Vous pouvez être artiste et en fait, penser des collaborations avec des artistes palestiniens, les aider pour exposer leurs œuvres, mettre un... Enfin, l'idée, c'est de partir un peu de vous, de ce que vous faites, vous, de ce que vous savez faire. Vous avez tous des profils ici qui sont différents. Si vous êtes journaliste, si vous êtes artiste, si vous êtes, je sais pas, chercheur, si vous êtes dans le milieu associatif, vous n'allez pas du tout pouvoir jouer le même rôle. Si vous êtes dans la politique, vous n'allez pas du tout pouvoir jouer le même rôle. Donc, pour nous, en tout cas, Palestiniens, encore une fois, je ne parle pas au nom de tout le peuple palestinien, mais je fais ce que je peux. Mais c'est simplement qu'on ait des relais, en fait, qui sont encore des relais partout pour continuer à dire ce que nous sommes. Et donc, selon d'où vous partez, si c'est la cause politique qui vous intéresse le plus, de toute façon, tout est politisé, mais si c'est la cause politique qui vous anime le plus, ça peut être de monter effectivement des associations de défense aux droits du peuple palestinien, qui peut prendre des formes différentes. Ça peut être sur la question de la colonisation, ça peut être sur la question des réfugiés palestiniens. Il y a plein de choses, en fait, à traiter. Donc, je ne sais pas, si vous avez vraiment envie d'agir, moi, je vous encourage à monter des structures, à vous organiser, à monter des événements. Si plutôt vous êtes dans un autre univers comme celui de la culture, c'est de monter des collaborations et de donner la parole aussi aux Palestiniens sur différentes... Parce qu'encore une fois, le sujet palestinien, il n'est pas essentialisé que sur la parole politique. Il y a plein de Palestiniens qui parlent de cette cause, mais différemment. Les artistes palestiniens, si vous regardez ce qu'ils font, là, il y a un exposé, ils font... En fait, ils politisent, ils récupèrent... ils ont une parole aussi politique à travers leur art, et donc ou à travers leurs écrits. Mahmoud Darwish, qui est une figure, c'est un poète, et pourtant c'est une figure de la résistance palestinienne. Donc je pense qu'il faut partir d'où vous êtes et de monter vraiment des projets, de penser des collaborations, de penser des mobilisations à votre échelle. Ça peut être dans le milieu étudiant, ça peut être dans le milieu des entreprises, ça peut être dans le milieu financier, ça peut être dans le milieu politique. C'est vraiment à vous après de voir effectivement d'où vous partez, mais tout est à faire en fait. Tous les aspects de
notre culture, de notre identité, de notre parole, doit être relayée. Et donc effectivement, ça ne se limite pas qu'à des images, à un pic d'actualité. Il faut vraiment aussi embrasser ce que nous sommes profondément dans notre histoire et dans ce qu'on fait aussi. Et si vous avez l'occasion, c'est aussi d'aller voir les Palestiniens. Donc il n'y a pas que, il y a les territoires palestiniens. Moi, je me bats beaucoup pour ne pas qu'on oublie les réfugiés palestiniens qui vivent dans les camps. Tous les Palestiniens oubliés en fait de la Nakba, qui vivent au Liban, en Jordanie et en Syrie. Et voilà, il faut créer de l'espace dans vos vies pour ces rencontres-là aussi. Et sur la question du boycott, et je termine là-dessus, moi je suis en faveur du boycott, fortement, mais il faut distinguer le boycott, il faut être utile en fait. Hein, et donc là, je vous recommande de regarder les recommandations de BDS en fait, hein, qui est en plus beaucoup impulsée par les Palestiniens, donc par les personnes concernées. Et il faut distinguer aussi, voilà, les BDS font beaucoup de pédagogie là-dessus, sur qu'est-ce qu'on boycotte pas, et en quoi ce boycott est utile, et qu'est-ce qu'il cible précisément. Et donc justement de déjouer l'idée qu'on cible des personnes pour ce qu'elles sont, parce qu'elles sont israéliennes ou parce qu'elles sont juives ou quoi, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de boycotter vraiment avec un impact, et de boycotter des personnes surtout qui entretiennent la colonisation, l'occupation et l'oppression à l'égard des Palestiniens. Donc ça c'est très fort, et vous l'avez cité, aujourd'hui dans le monde arabe, il y a énormément de marques qui sont boycottées, et les conséquences, elles sont même aux États-Unis. J'ai vu que Starbucks fermait plus d'une dizaine en fait de leurs boutiques. Donc il y a vraiment un impact, et c'est aussi un angle qui peut aussi, voilà, c'est un angle économique. On tape dans le portefeuille de certaines entreprises, et ça peut aussi pousser certaines entreprises à revoir leurs pratiques ou leurs engagements envers les territoires occupés. Pardon, j'ai été longue, mais encore une fois, je serai là. Et engagez-vous en partant de ce que vous êtes. Vous avez tous des manières différentes d'aimer les Palestiniens, et c'est ce qui aussi embellit la cause. Et vous partez de ce que vous êtes et de ce qui vous rapproche le plus du peuple palestinien. C'est comme ça que vous l'aiderez au mieux. Donc ça sera la dernière intervention, si j'ai bien compris les ordres. Il y a 3 petites questions. Il y en a une sur... je vais essayer de faire court, hein, je suis désolé, donc c'est un peu frustrant, mais sur la question des Nations Unies, ce qui a précipité la chute de la Société des Nations, c'est précisément cette question-là de l'impuissance des organisations internationales à faire appliquer ce qui est, pour moi, hein, la seule boussole possible en termes de règlement des conflits, qui est le droit international. Parce que c'est le droit qui est partagé par tous, élaboré par tous, à laquelle tout le monde est censé participer. Et il y a le droit international, il y a aussi quand même le fait que l'Europe et que ce qu'on appelle l'Occident se rend coupable en fait d'un double standard qui crève les yeux sur la question palestinienne en fait. C'est précisément sur la Palestine, quand on voit, moi je vois en France, le conflit ukrainien, mais 2 jours après que ça ait commencé, 2 jours après que l'invasion de la Russie commence, il y a le ministre de l'économie qui arrive, qui dit on va faire la guerre économique à la Russie, avec les résultats qu'on connaît, hein, par ailleurs, moi j'étais pas très pour. Par contre c'est marrant, sur la colonisation d'Israël, il n'y a plus rien. C'est ce double standard-là qui aussi nous condamne la voix de l'Europe, la voix de la France, à une forme d'invisibilité, d'impuissance qui fait qu'après il n'y a plus que les États-Unis, et c'est le pouvoir de la force, quoi. C'est le pouvoir de la force qui s'impose. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye évidemment d'éviter, mais le fonctionnement aujourd'hui de l'ONU, c'est un fonctionnement qui est imparfait avec son Conseil de sécurité. Sur la question de la personne qui était journaliste, c'est quelqu'un de très critique des médias qui vous dit, nous, on est critique des médias, pas des gens qui y sont. On sait que vous vous sentez seul. Et on ne vous en veut pas. Alors nous, on a trouvé une manière de régler le problème, hein. Nous, on est pour donner les pouvoirs aux salariés dans les usines. Donc on est pour faire en sorte que dans chaque pays, les salariés des entreprises de presse, ils aient le pouvoir. Parce que c'est ça qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas décider de la ligne éditoriale aujourd'hui dans beaucoup de journaux, ou dans beaucoup de médias. En fait, vous êtes un journaliste, vous n'avez pas le droit de participer aux décisions, aux lignes éditoriales, aux lignes politiques de votre journal. C'est normal, pour moi, un journal, c'est normal qu'il ait une ligne éditoriale. C'est normal qu'il fasse de la politique. Je ne m'attends pas à ce qu'un journal qui me dit « je suis neutre et objectif », c'est bon, j'ai senti la patate, au revoir. Je ne veux pas de ça. Mais
Par contre, que chaque ligne éditoriale, elle soit décidée par ses salariés, c'est ce qui permet de sortir de l'arbitraire. Avec aussi un autre enjeu, c'est que tant que les salariés, y compris les journalistes, seront précaires, qu'ils auront peur de se faire virer à chaque fois qu'ils l'ouvriront, qu'ils auront des contrats de travail qui sont pas stables, parce que nous en France c'est ce qui se passe, on n'y arrivera pas. Dernière chose sur ce qui a été dit, et je pense que ça fait une bonne conclusion, mais je crois qu'en effet on a besoin d'un moment un peu international sur la cause palestinienne. Je trouve que c'est un peu ce qui manque aujourd'hui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a on a des personnalités, un peu dans chaque pays, qui prennent position, qui ont le courage de prendre position. Il n'y a pas que moi, hein. D'ailleurs, moi en France, j'ai des camarades, etc., qui ont moins d'audience. Mais par exemple, j'ai un camarade qui s'appelle Younous Omarji, qui a fait un super discours au Parlement européen il y a quelques heures, là, qui est remarquable. Mais c'est vrai que la force qui a été à un moment celle du courant altermondialiste, c'est de faire des grands forums internationaux, etc. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'on a beaucoup de gens mobilisables, beaucoup de gens d'accord, mais il n'y a pas ce moment de... Et je pense qu'en Europe, il faut le faire. Parce que c'est l'Europe qui a créé ce problème. Donc quelque part, c'est aussi à l'Europe de dire qu'elle souhaite le résoudre. Aujourd'hui, l'Europe, elle accompagne la démarche de colonisation. Et ces événements internationaux, en plus, moi, c'est les plus beaux. C'est les plus beaux. Quand on parle de la liberté des peuples, on parle de ce que les autres n'ont pas. On parle d'amour, on parle de liberté, on parle de ces choses-là qui sont des idées tellement puissantes, même quand on a l'impression que le rouleau compresseur en face, il est fort. Mais c'est des aspirations tellement communes à l'histoire de l'humanité que je crois que ce genre de moment de réunion internationale, ça peut être aussi des démonstrations de force, parce que c'est un rapport de force qu'on doit mener dans l'Europe et aux États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, ils nous mettent une longueur d'avance. Hein. Franchement, pour l'instant, ils nous mettent une longueur d'avance. Les militants américains, ils sont plus forts que nous, là. Hein. Mais c'est clair qu'en Europe, là, j'ai vu, il y a une ministre espagnole qui est très forte. Ah oui. Au Royaume-Uni, il y a une puissance de feu là, dans les mobilisations qui est très forte. Irlande, incroyable. Non, mais un pays qui a connu tout. Bah oui. Irlande, ils ont connu ça, donc forcément, les drapeaux. Et en fait, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver cette force-là, en tout cas en Europe, d'arriver, et puis d'agréger autour, hein, s'il faut. Hein. Mais que l'Europe arrive à dire qu'il y a une autre voie qui est possible, je pense que ça serait un signal très très puissant. Enfin après, Rima, tu me diras, mais pour la cause palestinienne. Bonjour en fait et merci d'être du bon côté de l'histoire. Juste deux questions pour Madame Rima. Donc vous avez dit que la solution c'est un seul État parce qu'avant ils avaient pu coexister, donc il n'y avait pas d'antisémitisme et tout, et qu'on a pu coexister pendant quelques années. Est-ce que vous pensez qu'avec les massacres qui se sont produits dernièrement, est-ce qu'il se peut qu'il y ait un antisémitisme qui s'est créé pour les Palestiniens? Et est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour pardonner ces massacres-là et qu'on pourra coexister? Donc ça, c'est ma première question. Non, les Palestiniens. Ces massacres-là, un jour, et qu'on puisse coexister encore. Et une question pour M. Guiraud. En fait, une vidéo a refait surface du président Emmanuel Macron juste avant son élection, où il a complètement condamné les actes d'Israël. Et il a dit qu'il ne s'alignera jamais avec eux. Et en fait, aujourd'hui, vous voyez ce qu'il a fait. Donc, par rapport à votre position qui est très tranchante maintenant par rapport à ce sujet-là, est-ce que vous pensez qu'un jour, le jour où la France insoumise accédera à l'Élysée, est-ce qu'elle pourra garder ses positions qui sont tranchantes ou pas? Je suis tenté de dire on va parler de tout ça autour d'un verre pour... Non, juste très rapidement, mais c'est vrai qu'il faut qu'on coupe, et Rima a des choses à dire. Il n'y a aucune avancée sociale, aucune avancée géopolitique qui se fait sans le mouvement social. Et le mouvement social,
la capacité à se mobiliser dans la rue, c'est aussi la meilleure manière de s'assurer que le boulot y soit fait. Ne pensez pas que quand vous allez élire quelqu'un aux responsabilités, magiquement, il va se mettre à appliquer son programme. Nous, en France, les grandes conquêtes sociales qu'on a connues, c'est quand il y a effectivement la gauche qui est arrivée au pouvoir, par exemple, mais parce que aussi, dans les usines, il y avait des grèves et qu'elles ont continué les grèves pour appuyer le rapport de force. Parce que des fois, y compris quand tu es dirigeant, tu as besoin de ce rapport de force-là pour arriver sur la scène internationale et dire « regardez-moi ce qui se passe, regardez la force de ce qui se passe ». Donc, c'est bien d'entretenir une saine méfiance, moi je ne suis pas contre ça, mais il faut se mobiliser en fait, c'est juste ça. C'est maintenir le lien de mobilisation, maintenir la mobilisation, toujours prendre la rue. En France, on est pas mal là-dessus, mais c'est la seule manière de s'assurer que le taf soit fait, et sinon, destitution des dirigeants, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et d'ailleurs, croyez-nous, même si Mélenchon est président, on ne nous enlèvera pas les manifs. Sur la question d'un État juste, être clair là-dessus. Donc moi, quand je parle d'un État unique, c'est pas une revendication en soi historique dans ma bouche, dans la bouche des Palestiniens. C'est qu'aujourd'hui, on est obligé de composer avec un État de fait. L'état de fait, c'est celui de l'apartheid. Je rappelle que l'apartheid est documenté par Human Rights Watch, Amnesty, l'ONU, B'Tselem, Al-Haq, qui est aussi une ONG palestinienne, qui a été la première à documenter. Ça fait des années, des dizaines d'années que les Palestiniens parlent de l'apartheid. Et ils ont d'ailleurs, le mouvement de boycott BDS a été lancé justement contre cette logique d'apartheid, de séparation. Donc en fait, la question d'un État, elle s'est imposée. C'est pas une revendication. Si vous voulez, on est déjà à poil, nous, devant vous, quand on vous dit qu'on veut un État. On a déjà beaucoup perdu quand on dit qu'on veut un État. C'est pas quelque chose qu'on va gagner, c'est qu'on a déjà perdu quelque chose. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et c'est précisément cette réalité d'apartheid, en fait, qui nous pousse à penser, à changer de paradigme. La question des deux États, elle était viable quand on pouvait encore préserver les trois entités d'un État. Un droit international, il faut trois choses pour que vous fassiez un État. Il faut quoi? Un territoire, il faut une autorité, il faut un peuple uni. C'est impossible aujourd'hui d'avoir le peuple palestinien uni en Cisjordanie, 800 000 colons et fragmentation du peuple palestinien, avec des Palestiniens qui vivent dans différents territoires avec des statuts différents, réfugiés, Palestiniens qui sont en Israël, ceux qui vivent à Gaza, ceux qui vivent à Jérusalem, ceux qui vivent en Cisjordanie. Et autorité, on a une faillite totale aujourd'hui de l'autorité palestinienne sur laquelle on n'a pas du tout de visibilité. Et donc la question de l'apartheid, elle nous pousse à changer de paradigme et à dire, aujourd'hui, ce qu'on veut, la libération totale du peuple palestinien, c'est le libérer de toutes ses oppressions. Où qu'il soit, le Palestinien aujourd'hui est persécuté. Et cet apartheid, il repose sur la dichotomie juif-non-juif, qu'on va opposer aux Palestiniens selon les réalités dans lesquelles ils se trouvent. Moi, réfugiée palestinienne, l'apartheid, il repose sur le fait que je ne puisse pas retourner sur ma terre. Pour le Gazaoui, il repose sur cette occupation et ce blocus qui est imposé depuis 17 ans et qui s'est cumulé à 40 ans d'occupation et de colonisation. Pour le Palestinien en Cisjordanie, c'est l'annexion du territoire, la colonisation de peuplement et l'occupation également. Et pour ceux qui vivent en Israël, les Palestiniens en Israël, c'est le fait d'avoir un statut de citoyen de seconde zone. Quand on a ce paradigme-là qui s'impose, qui est celui de l'apartheid, la revendication politique, elle change par rapport à ce paradigme. Et donc la revendication, c'est égalité de droits. Notre liberté, c'est une l'égalité de droit. À partir du moment où on a nos territoires qui sont colonisés à cet état de fait, occupés à cet état de fait, annexés à cet état de fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, notre dignité, elle est aussi dans cette égalité de droit. Et donc, c'est dans ce prisme-là, en fait, et moi, je vais vous le dire, c'est mon avis, encore une fois, c'est pas... mais Edouard Saïd, que vous devez connaître, il y a 30 ans, il parlait de cette question d'un État. Parce qu'aujourd'hui, si on crée un État palestinien sur des miettes de territoire, on va recréer une enclave qui, à tout moment, va être visée par Israël ou ciblée pour soit se débarrasser des Palestiniens, soit bombarder les Palestiniens comme on le fait aujourd'hui à Gaza. Mais à aucun moment on pense la logique de libération de tout le peuple palestinien dans toutes ces dynamiques d'oppression et de soumission auxquelles il est soumis. Et donc la logique d'un État, c'est ça. Cette revendication d'égalité de droit, c'est de dire, moi, en tant que Palestinienne, je veux avoir le droit de circuler sur toute la Palestine historique. Je veux pouvoir m'installer sur toute la Palestine historique. Je veux pouvoir aller à la rencontre de tous les Palestiniens, où qu'ils soient sur ce territoire. Je ne veux pas vivre avec 40 checkpoints à chaque fois que je veux faire 5 km. Je ne veux pas vivre dans une enclave. Je ne veux pas vivre dans une prison à ciel ouvert. Et cette revendication d'un État binational, c'est tout ça qu'elle embrasse. C'est tout ça qu'elle nous permet d'embrasser. Mais c'est clairement un échec. Elle découle d'un échec. Et cet échec, c'est l'apartheid. Donc,
voilà, je ne sais pas si... C'est juste vous rappeler que ce n'est pas une solution qui est revendiquée historiquement par les Palestiniens, bien sûr, mais aujourd'hui, on ne peut plus en fait, se voiler la face. Et défendre aujourd'hui 2 États, c'est défendre Gaza bis. Moi, je vous le dis, en Cisjordanie, si on crée un État palestinien, Israël n'expulsera jamais 800 000 colons. Ils vont les protéger. Ils vont reconstruire des murs entre Palestiniens et les colons israéliens. Et ils vont redistribuer toutes les ressources aux colons israéliens. Et les Palestiniens, leur restera un 2e Gaza en Cisjordanie. Et comme je le dis, on sera là dans 5 ans en train de discuter des bombardements qu'on est en train de faire subir aux Palestiniens en Cisjordanie. J'en suis sûre et certaine. Donc c'est important aujourd'hui de dire la dignité du peuple palestinien aujourd'hui, elle repose dans cette égalité de droits qu'il faut revendiquer pour défaire cet apartheid.